Bonjour tout le monde, c'est Lépa de Amazing Consciousness ou la conscience merveilleuse en français. Bienvenue dans mon show, dans mon programme Amener le ciel sur terre ou Bringing Heaven on Earth en anglais. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis sophrologue praticienne. J'enseigne des langues, donc anglais, français, macédonien et le serbo-croate. Je suis accompagnatrice en relation d'aide. Je suis enseignante spirituelle ou spiritualicienne, comme j'aime bien m'appeler. Je suis aussi auteure publiée depuis le 12 juin 2020 et j'ai plus de 25 ans d'expérience en tant qu'assistante de direction, donc expérience professionnelle internationale, et je propose mes services à des individuels, mais aussi des petites et moyennes entreprises et des ASBL. Pour vous expliquer un petit peu ce programme, le but est d'interviewer des personnes de tous les horizons de la vie qui feront le miroir donc pour vous, pour l'audience, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ces personnes ordinaires, comme nous le sommes tous, qui mènent des vies extraordinaires. Je vais donc interviewer des personnes en 4 langues, anglais, français, macédonien et le serbo-croate. Le premier a déjà été lancé au mois de juin, il a été en anglais. Le deuxième, donc aujourd'hui, il est en français. Et le prochain qui sortira le mois prochain, donc en mois d'août, vers le 15 normalement, puisque mes vidéos sortent vers le 15 plus ou moins. Il sera en macédonien. Je suis intimement persuadée que nous avons tous un rôle et une mission dans cette vie et que peu importe si vous pensez que votre rôle et votre mission est petite et insignifiante, j'aimerais vous montrer que vous êtes important, que votre rôle est important et que vous amenez la lumière sur terre, vous amenez le ciel sur terre parce que vous êtes et parce que vous faites dans ce monde. Je vais faire des vidéos, mais aussi des audios pour ceux qui aimeraient garder et préserver une partie de leur identité pour des raisons personnelles. Je vais mettre les liens donc de tous mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, donc en bas de cette vidéo, ce qui veut dire que vous devez chaque fois l'ouvrir dans YouTube, ou bien vous pouvez aller sur mon site web amazingconsciousness.com pour éventuellement retrouver donc les liens de tous mes réseaux sociaux, mais aussi me contacter si jamais vous voulez éventuellement être interviewé ou bien si vous avez une suggestion de quelqu'un que vous admirez, que vous aimeriez que j'interviewe. En faisant ceci, merci de me signaler la langue dans laquelle vous aimeriez bien être interviewé et aussi votre rôle et votre mission dans cette vie si vous les connaissez. Sinon, nous allons essayer de les découvrir ensemble lors de notre entretien. Merci aussi de partager ces vidéos parce que vous ne savez jamais qui dans votre entourage aurait besoin d'entendre les messages universels que nous essayons de transmettre par ce programme. Je vous remercie déjà en avance pour ceci et sans trop tarder, permettez-moi de vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Lucien Essic, il est thérapeute, auteur et conférencier. Il est français et il habite dans la région parisienne. Il a publié 7 livres, dont 5 aux éditions d'Angle, et il intervient dans nombreux pays. Les livres qu'il a écrits sont La vie est un mystère, éditeur Bénévent au mois de novembre 2011. Le deuxième, Les constellations familiales, un chemin vers l'acceptation et l'amour, de l'éditeur d'Angle, publié en janvier 2013. Le troisième, c'est celui sur lequel nous allons nous attarder un peu plus, mais nous allons parler aussi des autres. Nous allons les passer en revue. Donc, le troisième s'intitule « Soigner les blessures de l'enfance pour construire son chemin de vie », toujours par l'éditeur d'Angle,
publié en février 2014. Ensuite, les séparations et les deuils, une source d'évolution, éditeur d'Angle au mois de mai 2015. Des amours vécus à l'amour de soi, cette énergie qui nous fait vivre, éditeur d'Angle avril 2016. Les mots de l'âme, les mots du corps, grandir, aimer et guérir, éditeur d'Angle février 2018. Elle, femme, je vous aime, éditeur JDH, octobre 2019. Et le dernier livre est en processus de l'écriture. Il sera publié par d'Angle. On va demander à Monsieur Essig de nous dire quand un peu plus tard. Monsieur Essig est émerveillé par les possibles de l'évolution de l'être humain. Il affirme que la vie est un chemin d'évolution et d'élévation de l'être. La ressource essentielle de notre croissance réside dans l'amour et le respect de soi. Il est alors possible de parcourir notre existence avec acceptation et espérance. C'est ce qui anime son être et ce qu'il nous propose de découvrir. Après une évolution personnelle, il a pris conscience qu'il était vital de soigner les blessures et les traumatismes de l'enfance. Il a mesuré la nécessité absolue de mieux communiquer et d'écouter pour créer des relations créatives. Il a découvert l'importance de prendre sa place dans sa famille, dans son existence et d'élucider les non-dits et délier les liens inconscients systémiques et transgénérationnels. Les constellations familiales et systémiques sont à cet égard une approche essentielle. C'est donc ce qu'il fait. On va lui demander de nous expliquer un petit peu ce que sont les constellations familiales et comment ça marche. Le livre que moi j'ai lu est le livre qui s'intitule donc Soigner les blessures de l'enfance pour construire son chemin de vie. Il déborde d'exercices pratiques et moi personnellement j'ai travaillé pendant 1 an avec ce livre et les exercices qu'il contient. Et ça m'a beaucoup aidé d'éclairer un peu certaines parties de ma vie, mais surtout en ce moment-là, donc c'était entre 2017 et 2018 quand je travaillais avec ce livre, donc de pouvoir aussi être plus assertive, pouvoir aborder certains sujets avec mon mari donc de ce moment-là, éclairer et puis pouvoir avancer dans une atmosphère plus, on va dire, conviviale et amicale. Donc voilà ce que ce livre a fait pour moi. Il m'a particulièrement touchée par quelques expériences personnelles que M. Essig évoque et que nous allons aussi aborder aujourd'hui, car je trouve que c'est très important d'en parler et d'envoyer des messages d'espoir et de foi aux personnes qui les ont vécues ou bien qui sont en train de les vivre actuellement. Quand je pensais aux personnes que j'aimerais inviter dans ce programme, l'esprit de M. Essig m'est apparu assez rapidement et j'ai eu la chance qu'il ait tout de suite accepté mon invitation. Et déjà pendant notre première conversation téléphonique, quand nous avons discuté les détails pour le show, j'ai tout de suite senti que je ne me suis pas trompée. Et vous allez voir aussi pourquoi. Monsieur Essig est une personne très humble, sincère, honnête, ouverte d'esprit, une personne qui fait son travail en tant que thérapeute dans toute humilité et intégrité. Il est assez modeste dans mon humble opinion, une valeur que j'apprécie beaucoup chez les personnes, chez les thérapeutes surtout, donc les personnes qui font un travail public et surtout ceux qui sont en service de leur communauté. Avant de vous le présenter, j'aimerais bien aussi vous citer 2 extraits que j'ai trouvés sur son site web de son premier livre, La vie est un mystère, qui illustre justement ce que je viens de dire sur sa personnalité, sur l'homme qu'il est. Quand je sens en mon être couler cette source d'énergie et qu'en toute liberté, avec amour et humilité, mon être vibre, je vois pousser à l'horizon un champ de fleurs et jaillit de la terre un champ de l'humanité. Et le deuxième, osons être les créateurs d'un monde de vie, d'amour
de paix et d'espérance. Ça s'ajoute sur mes valeurs et ce que moi je suis en train de faire aussi avec ce programme et le travail que je suis en train de faire. Monsieur Essig, enfin, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de m'honorer avec votre présence aujourd'hui. Bienvenue dans Emmener le ciel sur terre. Comment allez-vous? Une longue introduction. Merci beaucoup, Lépa. Je suis heureux d'être là avec vous et avec les auditeurs qui écouteront cette vidéo. Les textes que vous avez cités m'ont fait monter les larmes aux yeux tellement je pense que on doit être dans ce ressenti dans lequel on est petit comme un grain de sable et relié à un grand univers. Et je suis une personne très sensible, pas de la sensiblerie, mais très sensible par rapport aux vibrations qui émettent. Et c'est vrai, ces textes que vous avez rappelés, je les ai écrits en canalisation, en écriture inspirée. Ils sont donc pas de moi. Ils viennent de là-haut. Mais ouais, c'est beau ces textes-là. Merci. C'est pas parce que je les ai écrits mais c'est vrai que on devrait se dire ça tous les matins. Hein, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, je vous remercie de m'inviter et je vous invite à m'appeler par mon prénom. Ça sera plus facile. Et D'accord. puis, bien sûr, je vais être à l'écoute de vos questions, de vos interrogations. Et puis, il y a quelque chose qui m'a touché aussi, c'est que vous ayez, avec ce livre, pu travailler pendant 1 an. Parce que quand j'ai écrit ce livre, c'était cela, c'était de donner en même temps de l'écriture des outils, des repères, des clés pour que les personnes puissent stabiloter, se référer à leur existence, intégrer telle ou telle valeur. Et ce livre, pour ceux qui voudront le lire, ceux qui l'ont déjà lu, c'est pour moi un livre qui est comme un manuel avec lequel nous pouvons avancer. Il est fait ainsi parce que quelque part, il s'appuie sur mon expérience, sur mes formations, et c'est ainsi que j'ai voulu. Alors, merci de le présenter comme ça, parce que ça me fait chaud au cœur, parce que c'est bien le but et l'objectif de ce livre. Merci, je suis vraiment d'accord sur ce que vous avez dit. Moi, c'est les 2 extraits que j'ai cités qui m'ont particulièrement donc touchée. C'est pour ça que je les ai choisis. C'est pas un hasard sûrement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que même je suis intimement persuadée que tout ce qu'on écrit, j'ai aussi écrit un livre donc que j'essaie de publier cette année qui s'appelle aussi Amener le ciel sur terre, d'où le nom de ce show aussi. Et donc je trouve que tout ce qu'on écrit en fait vient par la source, c'est jamais nous. Et par moments je rigole sur des personnes qui se battent pour les droits d'auteur, etc. Je ne sais pas. Parce que voilà, on écrit pour le partager et de toute façon, c'est pas nous, c'est la source qui intervient via nous. Nous sommes juste des transmetteurs. Je suppose que c'est ça le mot, transmetteur, oui. Hein? Oui, on transmet, voilà. La première question que j'aimerais bien vous poser, en quoi pensez-vous que vous êtes une personne ordinaire qui mène une vie extraordinaire? Ou en quoi vous pensez que vous menez aussi une vie extraordinaire? Alors, j'ai envie de répondre comme ça. Il y a maintenant un peu plus de 20 ans, j'ai pris conscience que ce que je vivais à l'intérieur et ce que je montrais à l'extérieur, c'était pas la même chose. Et je peux dire que déjà, ça a été pour moi une découverte extraordinaire et c'était le début de mon changement. Et je pense que les personnes extraordinaires, comme on dit, il y a ce qui est réel, il y a ce qui est au-delà du réel. Ce sont des personnes qui sont dans une sorte d'éveil, qui commencent à se dire mais qui je suis, d'où je viens et comment je peux être davantage en amour avec moi-même et en une sorte de congruence que l'on peut avoir soi-même. Alors c'est vrai que maintenant, avant, j'imaginais pas ça. Avant, je gérais 260 personnes et j'étais manager.
Et puis d'un seul coup, avec tout ce travail, je me retrouve à transmettre dans 6 pays à ce jour, mais il y a d'autres projets en cours. Et quand je me vois des fois passer dans une année 7 jours dans un avion, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que j'avais jamais imaginé ça. J'avais jamais imaginé ça. Et je me suis dit, mais bon sang, quand on accepte d'être juste sur son chemin de vie, d'être dans l'humilité, d'être relié à l'univers, à l'amour inconditionnel, eh bien, je pense on peut dépasser toutes les montagnes, on peut aller jusque où là où on veut. Il n'y a pas de limite dans notre réalisation. Et à la Oui, fois, bien sûr, je suis un être humain, voilà, qui un jour est né, qui un jour partira vers un autre monde, vers un autre état vibratoire. Mais à la fois, j'ai cette chance, moi j'estime qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Voilà. Et votre micro me propose aussi de transmettre à d'autres personnes ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai travaillé sur moi et qui permet d'être davantage soi-même. merci beaucoup, Lucien, pour cette belle réponse. Merci. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rôle et votre mission dans cette vie? Je suppose que vous la connaissez déjà, vous. Alors oui, mon rôle, ma mission, c'est de transmettre. Voilà. J'ai 66 ans et je sais que je vais encore transmettre peut-être pendant 20 ans. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que en transmettant, je sème des graines et j'estime qu'à chaque fois que j'anime une formation, que j'écoute quelqu'un, je donne un peu plus de paix et d'amour dans ce monde. Et ça, c'est important que chacun l'entende. Il y a des Mhm, personnes qui veulent changer tout dans le monde. C'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. C'est à son bout, là, là où nous sommes, de faire chacun son petit pas, ses intentions positives qui vont permettre justement de faire évoluer, de transmettre. Et ma grande récompense, c'est quand je forme des personnes mhm. qui elles-mêmes après s'imprègnent de cette formation pour eux-mêmes transmettre. Et là, je trouve que c'est un cercle vertueux extraordinaire. Et je suis sûr que ce monde est en train de changer parce qu'il y a une ouverture des consciences et parce que nous sommes tous ceux qui sont comme moi ou comme d'autres en train de transmettre, d'écouter, d'écrire. Voilà. Eh bien, ils donnent aussi, mettent leur pierre à l'édifice. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Notre vie sur Terre, c'est pas pour engranger des richesses, des biens, etc. C'est possible, pourquoi pas. Mais si c'est pas accompagné de conscience, ben malheureusement, ça va être une souffrance à la fin de la vie. Parce C'est que ça. par contre, si on fait des choses avec conscience, on peut être un très bon cuisinier, on peut être une maman qui donne beaucoup d'amour à ses enfants. Et c'est essentiel, c'est le thème de cette conférence. C'est ça qui est important. Oui, merci. Alors, avant d'aborder vos livres, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, comment vous êtes devenu auteur? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en vous ou quel était ce souffle Mm. qui vous a soufflé dans votre oreille qu'il faut que vous écriviez enfin voilà, qu'est-ce qui s'est Ok. passé est-ce que vous vous souvenez de ce moment de votre vie quand Oui. vous avez décidé d'écrire ou que vous portez un livre en vous? Alors, il y a deux événements essentiels. Deux choses. La première chose, c'est que depuis que je suis tout petit, je suis un être créatif. J'ai fait de la musique, j'ai Hmm, écrit des pièces de théâtre, j'ai mis en scène c'est vrai? des pièces de théâtre, des grands spectacles avec 200 acteurs, etc. Ah Très petit, wow! j'ai eu cette créativité parce que mon père me l'a transmis. Ce qui me revient souvent, c'est que on avait un vieux tourne-disque. Avec ce vieux tourne-disque, il a fait un petit manège où j'avais des petits chevaux de bois, des petits personnages dessus, et je regardais ce truc tourner, et c'est lui qui l'avait construit. Et il a joué aussi des pièces quelque part à titre amateur. Et tout ça, ça m'a donné la créativité. Mais pour écrire dans les domaines que j'écris aujourd'hui, je vais vous dire, c'est tout simple. C'est le jour où je me suis guéri de violences que j'avais vécues dans l'enfance. Dès que ce jour, j'ai retiré la violence que j'avais D'accord. vécue à cause de violences sexuelles, j'ai vécu pendant mon adolescence, pendant 6 ans, de la part d'un prêtre,
dès que j'ai pu faire ce travail de nettoyage, je me suis mis à écrire. Il y a eu un souffle qui est arrivé. J'ai commencé à écrire des poèmes et très vite se sont posés les livres que vous avez cités. Et alors, c'est pas l'oreille que ça me vient par le coronal. Je sens des souffles là, des petits messages qui arrivent à ce niveau-là. Et quand j'écris, je suis vraiment relié au coronal. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Et je peux dire à tout un chacun aujourd'hui que si vous arrivez à guérir des blessures, des traumatismes, des violences que vous avez vécues, vous allez réouvrir en vous un espace d'énergie qui est enquisté aujourd'hui et qui d'un seul coup peut se libérer et va vous donner le souffle créateur. Peut-être que vous serez des merveilleux bricoleurs, peut-être que vous allez vous occuper des plantes, peut-être que vous allez faire de la bonne cuisine, peu importe. Mais dès que vous libérez de votre intérieur, eh bien, vous allez voir naître d'autres choses. Et ça, c'est magnifique. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est intéressant ce que vous dites parce que chez moi, ça s'est passé exactement de la même façon, on va dire. Donc, une fois que j'ai su libérer le poids que j'ai porté sur mes épaules de ma vie, même si je souhaitais déjà avant, donc il y avait cette idée d'écrire un jour, mais je n'étais jamais capable de m'asseoir et de commencer à écrire, ni je croyais en moi d'être capable de le faire. Mais une fois donc que j'ai fait ce travail et que ce poids est parti, ce nuage au-dessus de ma tête aussi, alors là, j'ai su libérer, comme vous dites, cet espace et pouvoir écrire et commencer cette vie créative, on peut dire. C'est hyper intéressant. Oui, Commençons ça par arrive. votre premier livre. La vie est un mystère, qui a été publié en novembre 2011 par la maison d'édition Bénévent. Expliquez-nous, si vous voulez bien, Lucien, ce qui vous a incité à l'écrire et quel est le sujet de celui-ci. Moi, j'ai vu donc qu'il part de plusieurs thématiques, la quête intérieure, la vie, l'âme, le départ vers un ailleurs, l'amour, les possibles de la vie, entre autres. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, voilà. Alors, ce livre, si vous voulez, c'est quand j'ai commencé à écrire, je me suis mis à écrire beaucoup de textes en écriture inspirée. Et puis un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces livres, ces textes-là, comme ça, j'aimerais les publier. Et, euh, et je suis parti en vacances et j'ai construit ce recueil. Donc, il parle des thématiques dont vous parlez. Euh, et puis alors, il y a quelque chose qui me trottait dans la tête, c'était de dire, mais quel titre je vais mettre à ce livre? Alors, j'ai demandé à l'univers, j'aimerais bien avoir un titre. Et alors, ce qui est extraordinaire, j'étais dans l'Isère, en France, dans la montagne, et je me suis assis auprès d'un torrent. Et puis, d'un seul coup, mon regard a été attiré sur un rocher, et c'était écrit en lettres roses, la vie est un mystère. Alors, C'est je me vrai, suis dit, waouh! le titre est arrivé. Je suis retourné 2 jours après, il n'y avait plus d'écriture sur le rocher. Non, Je sais, oui, oui, c'est vrai. Donc, ça a été je sais waouh! pas, on a imprimé cette affaire-là sur le rocher. Alors, peu importe, hein, moi, je vous demande pas de me croire, mais c'était comme ça. Et, et tout de suite, alors là, ça a été vraiment, vraiment clair pour moi que j'allais regrouper ces textes avec des thématiques et que c'était vraiment autour de la vie, autour du mystère de la vie qu'il fallait écrire. Et le lien à la vie, c'est quelque chose qui me suit tout le temps. Souvent, je dis le matin, merci la vie d'être encore avec moi. Parce que je pense qu'on n'imagine pas le bien précieux que nous avons reçu de notre maman et de notre géniteur, de notre père, qui est la vie. Voilà. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de vie sans amour, et ça, c'est essentiel. Voilà l'histoire de ce livre. Alors, malheureusement, j'ai eu affaire à un éditeur qui était frauduleux, et ce livre, J'ai c'est vu qu'il n'est difficile à plus en retrouver. vente, oui. Donc, Voilà, c'est est-ce ça, qu'il y a oui. un projet de le republier avec peut-être avec votre nouvelle maison d'édition? Alors, ma nouvelle maison d'édition n'y tient pas. Alors, bon, pour l'instant, c'est comme ça. On peut le trouver en occasion des fois,
mais il n'est pas impossible que dans quelques années, je le refasse en auto-édition. Je vais voir. Et puis, je le Ouais, change, je peut-être. l'augmente. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Mhm. D'accord. Votre deuxième livre, hyper important puisque c'est votre travail actuel, Les constellations familiales, un chemin vers l'acceptation et l'amour. Pourriez-vous nous Alors, ce livre, expliquer donc ce que sont exactement les constellations familiales? Comment travaille-t-on avec? Quel est le but de ce travail? Que pouvons-nous attendre comme résultat? Et combien de séances nous faut-il pour travailler sur un problème si c'est cela l'approche exacte? alors, l'EPA, quand je parle de ce sujet, de ce livre, je fais des conférences de 2 heures et demie. Alors, je vais devoir plus que synthétiser. Oui, Alors, voilà. Euh, Si vous voulez, alors ce livre est né de fait d'une façon extraordinaire. De nouveau, vous voyez, beaucoup de synchronicité. C'est que dans une conférence où je parlais du livre La vie est un mystère, il y a une dame qui m'a dit, mais c'est bien ce que vous écrivez, ce que vous dites, mais il faudrait que vous soyez édité par un éditeur qui a pignon sur rue. J'ai dit oui, mais c'est difficile de trouver un éditeur. Et quand je suis revenu d'une conférence à l'autre bout de la France, j'avais un mail en me disant, ben, contactez de ma part Monsieur Intel, qui est le directeur éditorial de Dangle. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, j'ai un projet pour vous, je voudrais que vous m'écriviez un livre sur les constellations familiales. Bon, alors qu'est-ce que sont les constellations familiales? C'est un travail qui nous permet, à partir de nos difficultés, que ce soit nos difficultés des répétitions de notre vie, des blocages, des maladies, etc., d'aller voir, d'aller entendre quelles sont les racines. Et les racines, elles se situent soit au niveau systémique, papa, maman, les enfants, soit au niveau transgénérationnel. mhm. Maintenant, je travaille aussi par rapport aux mémoires de vie antérieures. Et C'est donc, les vrai? constellations familiales, oui, oui, bien sûr. Alors, les Ah, constellations familiales, c'est véritablement le fait d'aller voir ce qui n'a pas été dit dans notre système familial, d'aller dénicher les secrets familiaux, d'aller entendre, de réintroduire les exclus dans notre famille, parce qu'il y a des gens qui sont morts jeunes, qui sont morts assassinés, qui sont morts comment dire, en se suicidant, bref, toutes ces histoires qui ne sont pas dites parce que ça mhm. emmène de la souffrance, de la culpabilité. Avec cette approche thérapeutique, eh bien, ça permet, avec la phénoménologie, d'aller entendre à quoi nous renvoient nos propres souffrances. Et dans ce travail, nous travaillons essentiellement sur les âmes, sur l'âme de la personne qui vient pour être écoutée et D'accord. sur les âmes de personnes qui sont dans la famille vivantes ou ce qu'on appelle défunts, mais sont toujours vivantes dans un autre monde. Et Et ça permet, oui, oui, oui. j'allais juste demander, est-ce qu'il faut la permission de ces personnes-là justement pour aller ou bien de l'âme de ces personnes-là, que ce soit vivante ou pas? Alors, il n'y a pas à demander la permission dans la mesure où, quand, par exemple, j'appartiens à un système, vous appartenez à un système, avec le D'accord. père, la mère et toutes les générations dessus. Donc, Mhm. de toute façon, nous sommes reliés à la conscience familiale. OK. C'est comme si, dès que nous naissons, nous téléchargeons le disque dur de tout l'inconscient familial. Et nous allons rappeler un certain nombre de choses dans notre existence par rapport, pour essayer de rappeler les gens qui ont eu un destin cruel. Et donc, dès qu'on va les remettre en lumière, alors il y a des phrases qui guérissent. Par exemple, je peux dire, je te redonne une grande place dans mon cœur et dans ma famille. Et donc, j'apaise la souffrance qu'il y a eu. Et en même temps, je me délie de cette souffrance. J'ai une cliente qui, D'accord. à travers cette thérapie, a guéri d'une maladie orpheline génétique. C'est Donc, vrai? c'est pas rien. Ben oui. Ah Parce que, oui. si vous voulez, à travers les liens génétiques, les liens génétiques ne sont pas que du physiologique. Il y a aussi tout ce qui a été inscrit dans l'histoire de la personne est inscrit dans les gènes. Oui. Et donc, à travers ce travail, à travers les âmes, on va aller apaiser des personnes qui ont vécu des choses douloureuses et on va apaiser les vivants. Donc, c'est un travail très, très important que je fais soit en groupe, soit en consultation individuelle ou à distance.
Et puis, je forme des thérapeutes sur plusieurs pays à cette thérapie. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que maintenant, je travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai trouvé vraiment mon centre à travers cette approche. Voilà. Et comment vous y prenez? Donc, en quoi consiste une séance? Comment vous procédez? Alors, si je prends une séance en individuel, Mhm, la personne va venir avec une demande. Donc, je vais écouter sa mhm, demande, mais je vais écouter sa demande en me reliant déjà à son inconscient et en me reliant à cet inconscient familial. Nous travaillons sur 3 niveaux d'inconscient. L'inconscience d'accord. personnelle, l'inconscient familial et le grand tout, la grande âme. On est relié à un grand niveau de conscience qui souhaite d'apaiser et qui souhaite que chacun ait sa place. Et ça, À c'est le partir de soi là, supérieur quand vous parlez de ça, ou bien c'est c'est ça, la... on peut Mhm, l'appeler le soi supérieur, absolument, mhm, absolument. Donc c'est un travail dans lequel on commence à ressentir des choses qui mhm, ne nous appartiennent pas, mais puisqu'on est relié à toute cette conscience. Donc après, si c'est en individuel, on prend des petits bouts de papier qui représentent des ancrages, et puis à travers ces ancrages, on va ressentir ce qu'a vécu par exemple la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. Et à partir de là, on va retrouver ce qui s'est joué dans l'histoire familiale. Je vous donne un exemple. C'est un mhm. homme qui était venu me voir et il voyait que d'un œil. Et en montrant les pieds de tomates à ses enfants, il s'est crevé l'autre œil. Il était devenu non-voyant. Et Wow. donc, j'ai travaillé avec lui sur 4 niveaux généalogiques côté des hommes. Mhm, Les mhm, hommes entre eux ne voulaient pas se voir. Il y avait des conflits entre chaque génération. On mhm, a apaisé tout cela. Alors, bien mhm, sûr, j'avais pas le pouvoir de lui redonner la vie. De toute façon, j'ai pas le pouvoir de guérir. Le pouvoir de guérir, il est à l'intérieur des personnes. mhm. Euh, Au bout une fois la consultation terminée, il était un peu plus apaisé et il me disait, si je fais ce travail-là, c'est pas pour moi, c'est pour éviter que mes enfants répètent quelque chose comme ça. Oui. Il m'a fait faire un mail 3 semaines après. Mhm, Il avait vu une grand-tante qui lui avait dit que son arrière-grand-père s'était crevé un œil dans son jardin avec un fil de fer. Voilà. mhm. Donc il a rappelé un drame qui s'était passé 4 générations au-dessus, alors Ouais. qu'il n'en avait pas conscience. Ça, ce sont les non-dits quand ils ne sont pas, dits, mis à jour, eh bien, ils sont répétés de Ouais. façon traumatique, etc. De Voilà. génération Alors, en génération. ah oui, c'est difficile d'en parler en 5 minutes, mais Ouais. j'invite les auditeurs à lire le livre que j'ai écrit. Et sur mon site, il y a des vidéos aussi sur les constellations familiales. Voilà. Ok, je ne suis pas arrivée à voir ça, mais je vais aussi regarder, oui, parce que je trouve que c'est hyper intéressant cette approche, mais je l'ai jamais compris vraiment, donc mais il y a quelque chose qui me, comment dire, qui me titille comme ça, toujours. J'aimerais bien une fois Oui, essayer c'est-à-dire, éventuellement. Et je, oui. ben, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir plus, j'aimerais bien un peu travailler sur certaines questions qui me concernent moi et ma famille aussi. Peut-être que Alors, je vous je invite à prendrai faire une séance avec vous, oui. avec plaisir. Voilà. Absolument. Et donc, il faut combien de séances, par exemple, quand on vient avec une question? Une, c'est assez ou on sait pas? Oui, alors moi, je suis partisan de dire que les personnes viennent quand ils en ont besoin. De toute façon, dans une séance, on va travailler un axe qui va permettre d'aller apaiser des mémoires et donc de se désintriquer de situations que nous rappelons inconsciemment. Mais je ne suis pas pour demander aux gens, faites 5 séances, faites 10 séances. Déjà, je n'aurai pas le temps parce que je suis appris un peu partout. Et donc, je propose aux gens, aux personnes de venir quand ils ont un besoin. Et Mhm, ça, c'est mhm. important. Voilà. Et une Ok. séance dure combien de temps normalement? Alors, en individuel, c'est 1h30. Mhm. Et quand je fais des consultations à distance, c'est 1 heure. Et c'est suffisant à distance parce qu'à distance, c'est trop fatigant si on fait beaucoup plus. Voilà. D'accord. Et on peut trouver les prix déjà sur votre site? C'est ça ou? Oui, alors dans l'onglet réservation, il y a déjà des produits qui sont
en lien. Bon, après, ça va être les vacances, donc je vais faire une pause, mais là, il y a déjà des… Absolument, oui. D'accord. Donc, les prix sont affichés clairement. Absolument, oui, oui. Vous pouvez le dire aussi si vous Alors, voulez, mais. à distance, c'est 110 euros Mhm. pour une heure, hein, et en cabinet à Paris, c'est 150 euros l'heure et demie. Hein, D'accord. voilà. Voilà. Comme Et ça. alors, oui, il y a des journées en groupe. Les journées en groupe tournent autour de 150 euros aussi. Voilà. Et c'est quoi, une journée ou 2 jours? Alors, c'est une Vous faites journée. ça en une journée, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir un peu Plaisir. éclairé les constellations familiales. Le, Absolument. le troisième livre est donc celui que nous allons aborder tout particulièrement, que moi j'ai lu, Soigner les blessures de l'enfance. Nous allons y revenir, mais j'aimerais bien d'abord donc passer en revue tous vos autres livres avant de peut-être s'attarder sur celui-ci. Donc, on va passer par Oui. le quatrième qui s'intitule Les séparations et les deuils, une source d'évolution. Moi, je trouve que tous vos livres, en tout cas les titres, parce que je ne les ai pas encore lus, j'ai juste lu le troisième, mais Mm. les titres, ça m'a parlé. Et donc, j'ai envie de tous les lire, ça c'est clair. Donc, les séparations et les deuils, vous en connaissez, Lucien. Je Mm. suppose que c'est ces expériences, on va y revenir quand on va parler de votre troisième livre. Je suppose que c'est ces expériences-là donc, qui vous ont incité à écrire ce livre en particulier. Comment abordez-vous les séparations et les deuils dans ce livre? Y a-t-il des exercices que vous proposez également, comme dans votre précédent livre sur les blessures de l'enfance, ou bien vous avez pris une autre approche pour celui-ci? Alors, pour celui-ci, j'ai écrit tout d'abord parce que dans l'espace d'un an, j'ai vécu, ma mère est décédée, la femme qui a été la maman de mes enfants s'est suicidée et une femme que j'aimais m'a quitté. Bon, donc en un an de temps, j'ai vécu voilà, Pas trois perte. expériences et de ces expériences, j'en ai retiré des ressources énormes. Et donc dans ce travail, dans ce livre, j'expose toutes les séparations que l'on vit depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, les deuils, etc. Et je donne des outils pour comment apprendre à vivre un deuil, parce qu'on ne fait pas un deuil. On fait la cuisine, mais on ne fait pas un deuil. On le traverse, c'est une expérience éminemment émotionnelle. Et donc, je donne des outils aux personnes pour qu'ils puissent s'accompagner sur les deuils, sur les séparations. Et puis, à la fin, il y a un libraire parisien que j'apprécie beaucoup qui m'a dit, mais tu sais, il y a des gens qui me demandent des prières pour les défunts. Et donc, à la fin, j'ai écrit ce que j'appelle des messages que l'on peut transmettre à ceux qui sont dans Mhm. cet autre monde, à la fois pour nous apaiser, parce que souvent ils sont en paix. C'est nous qui ne sommes pas apaisés par le départ des êtres Exactement, chers. oui, oui, Les âmes sont apaisées et oui. elles ne sont pas bien quand nous ne sommes pas bien sur Terre. Et donc, c'est des petits messages par lesquels on peut exprimer les choses. Alors, à savoir que chacun peut modifier ce message. Mais j'ai à la fin de ce Mhm. livre Les indiqué quelques adapter. messages. Voilà, c'est ça, qui peuvent être adaptés. Voilà. Alors, C'est un livre qui, pour moi, était ouais, ce moment-là, c'était vraiment une source d'évolution pour moi et j'ai voulu le partager. Voilà. et merci pour cela. J'ai hâte de le lire, oui, parce que je m'y connais un petit peu aussi là-dedans. Alors, le cinquième, des amours vécus à l'amour de soi. Cette énergie qui nous fait vivre aborde le sujet de l'amour, le thème éternel. Parlez-nous un peu de ce livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire? Quel souffle d'amour a chuchoté dans votre oreille que ce livre doit naître et s'écrire par le biais de votre être? Alors, déjà, je dirais que l'amour est central dans notre vie. Il n'y a pas de vie sans amour. Et par contre, il y a C'est des vrai. multiples formes d'amour. Hein. Et j'ai Mhm. essayé d'évoquer plusieurs choses. Comment l'amour se construit dans notre enfance. Combien il y a des amours aussi qui sont pas vraiment des amours puisqu'ils sont assez égotiques, ils sont retournés sur soi. Comment développer l'amour de soi,
hein. Et comment aussi voir que toutes ces formes d'amour sont reliées à notre grand amour et que Mhm. plus nous nous élevons à ce niveau-là, eh bien plus nous sommes heureux, plus nous avançons, etc. Alors c'est un livre, j'ai du mal à en parler parce que de fait, c'est des choses que j'ai transmises qui me venaient comme ça. Et c'est un livre léger. Voilà, c'est un livre léger qui permet de peut-être de se dire, mais comment développer davantage d'amour en soi? Je dis Mhm. toujours que quand on regarde un petit enfant, hein, je fais l'expérience à Paris. Le matin, dans les métros, tout le monde a un regard un peu, voilà, pas réveillé, pas très heureux, etc. Il suffit qu'une maman rentre avec une poussette d'un tout petit enfant, et là, vous avez De des sourire, visages qui c'est s'ouvrent, vrai. etc. Et je pense que quand on voit cet enfant, on revient à l'enfant que nous étions. Et Mhm. l'enfant que nous sommes est tout amour, bien sûr. Il arrive tout amour, il arrive en demande d'amour. Et je pense que j'ai mis beaucoup de petits exemples comme ça qui nous montrent que, bah oui, c'est important de réveiller l'amour qui est en nous, c'est essentiel. Voilà. Ouais. Le 6e livre, les mots de l'âme, les mots du corps. Aïe, aïe, aïe. Grandir, aimer et guérir. J'aime beaucoup le titre de ce livre, cela me parle, car les mots Mm. de l'âme, je m'y connais un peu aussi. Dites-nous en plus Ah sur oui. ce livre, s'il vous plaît. C'est une invitation à apprendre à s'écouter au jour Mhm, le jour, parce qu'à force de ne pas s'écouter, à force de remuer la culpabilité intérieure, la colère intérieure, etc., on finit par en être malade. Donc c'est un livre qui invite à écouter les sources des maladies par rapport à notre vécu, par rapport à notre âme. C'est un livre qui invite à se dire comment je peux entendre les mots de l'âme et les mots du corps, comment je peux arrêter de me battre contre la maladie, mais d'entendre le message qu'elle me donne. Parce mhm, que derrière toute maladie, il y a un message. Vous voyez, exactement. la première constellation familiale que j'ai fait pour moi, j'ai guéri de l'asthme. Je faisais de l'asthme depuis l'âge de 2 ans C'est vrai? et je faisais des crises régulièrement. Et Mhm, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, il est possible de se guérir. Il est possible aussi de se rendre malade. Et j'évoque aussi dans ce tout à livre fait. l'épigénétique. Parce que si beaucoup plus de personnes étaient au courant de tout cela, si tout un chacun savait que notre ADN code nos cellules à 15% et que le reste de notre patrimoine génétique peut Ouais. évoluer grâce à notre environnement de vie, ou Mhm, alors on peut gâcher sa vie avec le McDo, le Coca, la fumette, etc., etc., eh bien, c'est de se dire aussi, chacun est responsable de sa santé et de sa vie. Et c'est important d'en prendre soin. C'est un livre qui me tient à cœur parce que je trouve que on devrait tous pouvoir être à cette écoute-là. Voilà. oui, j'ai hâte de le découvrir aussi. J'ai hâte de lire tous vos livres, franchement. Le 7e livre, Elle, femme, je vous aime. Vous avez pris un titre d'une chanson très connue de Julien Clerc. Femme, je vous aime. C'est vrai. Coïncidence ou pas? Et de quoi parle exactement Euh, ce livre? alors, quand j'ai donné ce titre, j'ai pas du tout pensé à Julien Clerc, alors que je connais cette chanson. Alors, c'est un livre un peu particulier qui sort il est vraiment à part des autres, c'est un autre éditeur d'ailleurs. C'est que mon écriture m'a porté à écrire au féminin et à écrire des portraits de D'accord. femmes, Mhm, c'est-à-dire des femmes dans toutes les situations de la vie, que ça soit bien sûr l'amour, que ça soit le fait de donner la vie à un enfant, que ça soit aussi les situations plus difficiles d'inceste, de viol, que ça soit aussi l'homosexualité. Et j'ai voulu donner un prénom à chacune de ces femmes et puis de dire, ben voilà, je vais mettre ça dans un recueil. Euh, et ce sont quoi je des l'offre à la fois petites nouvelles, en fait? c'est ça, c'est une C'est des succession nouvelles. de nouvelles. Mhm, Quelques-unes se suivent sur mhm. deux textes. Et puis, je me suis dit, ben, j'offre ça aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que ça serait bien que les hommes aussi essayent de découvrir un peu plus ce que vivent leurs femmes, parce que c'est vrai qu'il Mhm, y a des choses difficiles à notre époque. Hein. Voilà. Donc, c'est un livre à part. mhm. Je ne sais pas si j'en écrirai d'autres comme ça, mais
ça s'est posé comme ça, donc je me suis dit, je le mets en place et puis on verra bien. Voilà. Et il se vend toujours, on peut l'acheter, ça c'est bien ça? Oui, oui, absolument. Sur Amazon, sur les libraires en ligne, il n'y a aucun souci. Ouais. Mhm. Et le huitième livre qui est en procès d'écriture, est-ce que nous pourrons savoir déjà de quoi parle-t-il et quand il sortira ou pas vraiment? C'est encore un. Alors, quand il sortira, je ne sais pas le dire parce qu'il faut que je produise cet été. Il est en Mhm, cours, j'ai déjà écrit, mais mhm. alors, ça va être un chemin pour cheminer vers son destin de vie. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que notre destin? Qu'est-ce que notre chemin de vie? D'où vient notre vie? Où elle va? Etc. C'est tout un parcours. Et voilà, et Beaucoup j'espère de qu'il questions, sortira. beaucoup de questionnements. Ah, beaucoup de questions. Et puis des outils aussi. Je reprends le même principe que le livre sur lequel nous allons parler là. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé un tout petit peu donc du sujet de ce nouveau livre. Alors, revenons maintenant donc enfin à votre livre Soigner les blessures d'enfance pour construire son chemin de vie. Donc, il y a deux sujets de ce livre qui m'ont particulièrement touchée, je l'ai déjà dit, et j'aimerais bien les aborder car je pense que ce sont deux sujets qui sont hyper importants. Beaucoup d'entre nous n'en parlent pas, surtout le deuxième, je pense. Donc, le suicide, ou pas assez. Il s'agit donc de l'abus sexuel des mineurs, et pas seulement, et le suicide. Par lequel voulez-vous qu'on commence déjà? On peut parler des violences sexuelles déjà parce que c'est, et aujourd'hui, on dirait qu'on en parle un peu plus, Oui. mais pas tant que ça, Mmh. parce que rares sont les hommes qui évoquent les violences, les attouchements qu'ils ont pu subir dans leur enfance, leur adolescence. Il n'y a qu'à voir ce qui se joue, ce qui s'est joué au niveau de l'Église catholique en France, mais je pense dans beaucoup de pays. Et si vous voulez, autant c'est important de soigner les blessures de l'enfance. Je voudrais quand même les répéter pour les auditeurs. Hein. C'est-à-dire de 0 à 3 ans, on peut engrammer la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Hein. Et de 3 ans à 7 ans, on peut Mmh. engrammer la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, d'injustice, d'impuissance et d'insécurité. Mais ce qui est aussi important à faire, c'est de ne pas garder en soi les violences que nous avons vécues. Voilà. Et dans les violences, il y a les Oui. violences verbales, les violences morales, les violences physiques et les violences sexuelles. Et si vous voulez, si j'en parle dans ce livre, c'est parce que ça retentit sur un fait personnel où alors ça commence comme ça d'ailleurs, ma mère, quand j'avais 7 8 ans, pensait que j'avais la vocation. Pour elle, j'avais la vocation d'être prêtre. Il y avait Mmh. des prêtres à la maison tous les dimanches. Alors je me suis mis à construire une croix et puis d'un seul coup, on m'a envoyé dans un petit séminaire. Bon, du petit séminaire, il a fermé après les événements de 68. Et là, j'ai trouvé un lieu qui était une abbaye où j'allais au lycée, comme tout le monde, et le soir, je revenais vivre dans cette abbaye. Et dans cette abbaye, ben, D'accord. il y a un prêtre, belge d'ailleurs, Aïe. qui a, qui a abusé de moi pendant Mmh. 6 ans de mon adolescence. Voilà. Et Donc de quel à quel âge? De 7. de 14 ans, Ah ça a été à 13-14 ans, et un peu au-delà de ma majorité d'ailleurs, parce que j'y suis resté jusqu'à 20 ans, je crois. Donc c'était quelque chose d'assez régulier, Mmh. euh, que j'avais pas demandé, bien sûr. Et puis, ben je l'ai tu pendant jusqu'à mes 48 ans. Mmh. Je n'ai jamais rien dit, même à ma femme, je n'ai jamais rien dit jusqu'à mes 48 ans. Voilà. Et par contre, euh, pendant mes premières années professionnelles, j'étais comme un Zorro, comme un sauveur. C'est-à-dire que une petite fille venait me voir en me disant, le prof de chant a mis ma main sous mon corsage pour prendre ma respiration. Et bien sûr, il a fait autre chose. À ce moment-là, j'étais le Zorro pour pouvoir sauver ses enfants et je ne disais rien sur ce que j'avais vécu. Mmh. Et un jour, j'étais en famille et à la télé, j'ai vu l'affaire du trou. Et là, une Mmh. fois que j'ai vu cette actualité, violente bien sûr, les choses sont revenues à moi au fur et à mesure.
Et quand j'ai eu décidé de travailler sur moi, c'est la première chose que j'ai travaillée. Alors bien sûr, j'ai travaillé, j'ai sorti toute ma colère, toutes mes Ouais. émotions, toute ma souffrance, parce que je pense on ne peut pas guérir de ces violences Mhm. si déjà on ne prend pas conscience du ravage que ça fait à l'intérieur, Ouais. et si on n'arrive pas à sortir toute cette colère, toute cette émotion, toute cette souffrance, parce que faut jamais oublier que les violences vécues vont s'enquister dans notre corps. Et Mhm. c'est des sources après de violences physiques. J'ai Ouais. vu des femmes qui avaient vécu l'inceste, qui avaient vécu des viols, et qui, à 40 ans, leur retiraient leur utérus, etc. C'est-à-dire que les femmes vont montrer dans leur corps, soit au niveau des seins, au niveau des organes sexuels, la violence qu'ils ont laissée enquister en eux, hein, Ouais. en elles. Hein. Il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé à La Réunion, je continue dans cette île magnifique, et au début, Mhm. je travaillais 4 à 5 incestes par jour. Wow. Tellement, tellement il y a eu de la violence sexuelle sur des enfants dans le cadre familial, avec des, des amis, avec des voisins, etc. Et donc, toute cette violence, quand on la garde en soi, Mhm. on enquiste une énergie et c'est dangereux pour notre santé. Ouais. Alors, le jour où je l'ai travaillé avec les outils de la méthode ESPER de Jacques Salomé, j'étais en formation, Mhm. et d'un seul coup, c'est venu, et alors là, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Et puis, pour se libérer de cette violence, Mhm. alors on peut porter plainte au tribunal. Pour moi, il y avait prescription. J'étais en psychothérapie. La psychothérapeute m'avait dit allez au grand tribunal d'instance de Paris, déposer une lettre, ça sera symbolique. Mhm. Bah, je l'ai fait, mais ça ne m'a pas guéri de l'intérieur. Non. Ce qui m'a guéri, et c'est ça que je veux dire à vos auditeurs, c'est que quand on restitue symboliquement à celui qui a déposé la violence sur vous, Mhm. c'est-à-dire que la symbolique va communiquer avec votre inconscient. Et donc, une nuit, je me suis levé, je me rappelle, c'était 1 heure du matin, je suis allé dans une pharmacie à Paris qui est ouverte 24 sur 24. Mhm. J'ai acheté du bandes plâtrées, j'ai acheté du rouge à lèvres, j'ai acheté du lait de toilette. Et là, chez moi, j'ai fabriqué un pénis en érection avec des bandes plâtrées, du carton, etc. D'accord. J'ai mis dans une boîte ce pénis en érection, j'ai mis dans une boîte des bisous avec du rouge à lèvres, j'ai mis dans cette boîte du lait qui a présenté le sperme, et j'ai fait une lettre à cet homme en disant, voilà, quand j'avais tel âge, voilà ce que tu as déposé chez moi. C'était profondément violent pour moi. Aujourd'hui, je décide de remettre ça chez toi. C'est pas contre toi, mais moi, je ne porte plus des choses comme ça. Mhm. Une fois que j'ai pu renvoyer cette lettre et ces objets que j'avais construits avec mon énergie dans un souffle créateur, comme si je me libérais de cette violence, une fois que j'ai eu fait ça, je me suis senti libéré et guéri profondément. Mhm. Et j'ai reçu une lettre en retour. Et cet homme Ah, me vous disait, l'avez je envoyé, reconnais. donc vous Ah lui oui, je l'ai envoyé envoyé, bien ça? sûr. D'accord, d'accord. C'était pas symboliquement, vous l'avez envoyé vraiment. Je l'ai envoyé, absolument. Et Mhm. j'ai eu une lettre en retour, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans cette lettre, il me disait, ben, je reconnais ce que j'ai fait, je suis malade, je me fais soigner, mais je te demande de me pardonner. Et là, si vous voulez, j'estime que dans ce cas-là, le pardon, c'est une escroquerie, parce qu'on pardonne et on garde la violence sur soi. Je lui ai dit, je ne confonds pas l'homme et les actes, mais Mhm. le pardon, c'est de toi avec toi-même qu'il faut l'obtenir. C'est avec ta propre conscience. Parce Mhm. que j'ai pas le pouvoir de pardonner quelqu'un, mais on a Mhm. tous le pouvoir de se regarder dans sa glace, de regarder ce que l'on a fait et d'oser regarder en conscience en quoi c'était pas bon et en quoi ça peut être souffrance pour l'autre. Et puis à partir de là, d'en tirer un apprentissage. Hein. Mais voilà ce qui s'est passé. Et ce que je souhaite dire, c'est que, voyez-vous, le professeur Masaru Emoto, il a travaillé sur la mémoire de l'eau. Mhm. Et qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là? Il a dit que quand il a congelé cette eau à moins 10 degrés Celsius, qu'il a mis sous un microscope, il a Mhm. fait écouter la voix d'Hitler, il a vu un magma se former. Mhm.
quand il a fait écouter le mot amour, il a vu un beau cristal. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? L'eau garde en mémoire des Oui. choses qui sont profondément violentes. Oui. Notre corps, nous sommes des êtres vibratoires, notre corps, c'est 70% d'eau. Quasi le même pourcentage que la Terre avec les océans et les rivières et les mers. Eh bien, quand on décide, par la symbolique, de ressortir de notre être toute cette violence, eh bien, extraordinairement, on se guérit, on retire en nous ce qui nous empêchait de vivre, de ressentir, etc. Oui. Et ça, c'est à faire pour tout ce qui est violence physique, violence morale, violence sexuelle. Toutes les violences. Je dis toujours que sous un groupe en thérapie, sur un groupe de 10 personnes, il y a 6 personnes qui ont vécu des violences physiques ou violences sexuelles, mais souvent ça n'est pas dit. Voilà, on met, voilà, Oui. parce que c'est honteux, parce que dans le cas d'un inceste, si on dit quelque chose, on va mettre sa famille en l'air. Donc tout ça est souvent bien gardé, et je peux vous dire que malheureusement, tous ceux qui gardent ça en eux en souffrent Oui. dans leur âme, dans leur Oui. corps et dans leur sexualité. Voilà. Mm. C'est-à-dire l'énergie sexuelle, qui est une belle énergie, elle a été complètement salie. On a montré que c'était quelque chose de sale et d'interdit. Mm. Parce que cet homme m'avait fait une lettre un jour pour me dire tout ce qui se passait, mais il m'a dit surtout tu le dis à personne, tu brûles la lettre. C'est-à-dire il m'avait fait un secret sur un secret. Voilà. C'est pour ça que ça a été dur de le faire partir. J'ai attendu longtemps. Voilà. On ne sait jamais quoi dire quand on entend des choses comme ça. J'allais justement vous demander, par rapport au pardon, est-ce que vous avez su pardonner à cet homme? Je pense que vous avez plus ou moins répondu. Et le pardon, il y a deux Mais niveaux. pour vous-même, pas pour lui, mais pour vous-même, est-ce que vous avez su pardonner? Ah ben moi, oui, moi avec Mm. moi-même, j'avais rien à me reprocher, j'étais une victime. Non, non, oui. Euh, oui, ce que ne reconnaissent pas souvent les personnes qui ont été abusées, violentées ou autres. Il faut d'abord se reconnaître comme étant une victime. Ça, c'est important. Mhm. Sinon, après, vous savez, le pardon, je pense que le pardon est très mal utilisé parce que quand on reçoit beaucoup de violence, qu'on les garde en soi et qu'on pardonne l'autre, pour moi, c'est une escroquerie. Voilà. Par Dans, contre, dans quel sens? oui, eh ben, dans un sens que, voilà, je ne sais pas comment je pourrais faire. Voilà, je reçois, mettons, voilà, je reçois vraiment des coups, des coups, des coups. Donc Mhm. c'est une violence que j'ai en moi. Mhm. Je pardonne l'autre, mais je garde en moi la violence. Ça n'a pas de sens. Non, c'est clair. Ouais. Le premier pardon qui soit, c'est le pardon avec soi-même. Mhm. C'est oser faire son examen de conscience. Comme je dis dans le livre, le premier outil que je donne dans ce livre, c'est chaque soir, essayer d'entendre ce qu'on a vécu de bon dans la journée et Mhm. l'amplifier. Oui. Et ce qui n'a pas été bon pour soi, de l'écrire, de le mettre de côté et de ne pas le garder pour s'endormir. Dans notre être, on n'est pas là pour porter les violences que d'autres ont déposées sur nous. Mhm. Voilà. Après, si vous voulez, quand je travaille dans les constellations familiales, Mhm. bien sûr qu'on est dans un travail sur l'acceptation, l'amour. Alors moi, je préfère l'acceptation, l'amour, parce que D'accord. c'est juste, c'est ouvert, ça a du sens. Mhm. Euh, il se trouve que dans les constellations familiales, les personnes qui ont créé l'inceste, on ne les intègre pas parce qu'ils ont bravé une loi, celle de protéger leur enfant. Mhm. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, ils ont une mission extraordinaire quand on leur confie un enfant, parce qu'il faut savoir que quand il y a conception d'un enfant, c'est inscrit sur un autre plan, c'est-à-dire l'âme va contacter ses parents peut-être 6 mois avant la conception, et donc on leur confie un enfant. Et quand on confie un enfant et qu'on vient braver une loi essentielle, malheureusement, la personne va faire son examen de conscience quand elle va passer dans cette autre dimension. C'est à elle de reconnaître ses actes et puis après voilà. Parce que si la personne reconnaît ses actes, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. À toutes les personnes qui ont vécu des viols, des incestes, des attouchements, etc. Mhm.
il est sûr et certain que vous pouvez en guérir. Mais pour cela, il faut d'abord oser reconnaître les actes, oser sortir la colère, la violence que ça a généré, parce que bien sûr, ça génère de la violence. Oui. Oser se reconnaître comme victime et non se dire oui, c'est peut-être moi qui ai incité cet homme parce que j'avais une jupe un peu courte, etc. Non, tout ça, c'est complètement faux. Reconnaître sa position de victime et après faire ce travail de nettoyage pour pouvoir guérir de cette violence. Ça, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Merci infiniment d'avoir partagé, parce que c'est super intime ce que vous venez de partager avec nous. Pas tout le monde a le courage de le faire. Mais si je peux en On parler, va dire. c'est que je l'ai traversé, j'en suis guéri. Et donc, c'est une expérience de ma vie qui m'a appris après beaucoup de choses. Et si je peux en parler sans émotion d'ailleurs, c'est parce que je suis là aussi pour transmettre. Oui, parce que vous avez fait déjà le travail de nettoyage, on va dire, que vous pouvez prendre une distance, un recul par rapport à tout ce vécu et en parler sans que cela provoque trop d'émotions en vous maintenant. Bien sûr. Alors, j'aimerais bien donc vous demander, qu'est-ce que vous pensez donc? Je pense que vous l'avez dit dans votre récit, on va dire, mais que faut-il faire si et quand cela arrive? Il faut en parler, vous avez dit, oui. Donc il faut tout de suite en parler à ses parents, à quelqu'un. Alors, le premier message que j'ai envie de dire, c'est que les parents qui, dans leur histoire, ont vécu des incestes, des attouchements, etc., doivent faire eux-mêmes ce travail pour éviter que les enfants le rappellent. Et une fois qu'ils ont fait ce travail, d'exposer à leurs enfants ce qu'ils ont vécu et de mettre en garde leurs enfants, de les informer, parce que beaucoup d'enfants, de jeunes, on a beau voir du sexe sur tous les écrans comme on veut, ne C'était ma sont pas question informés. suivante. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que ça va ensemble. Que Ne sont pas conseillez-vous aux vraiment parents, justement? informés. Ben voilà, c'est que il faudrait dire déjà que avant tout, avant la sexualité, il y a l'amour, et que la sexualité, c'est quelque chose qui participe de désir partagé, et qu'on ne doit jamais imposer son désir à l'autre. Il y a des gens qui disent, ben, c'est un besoin, donc comme c'est un besoin, ma femme doit s'allonger, puis voilà, puis on y va. Non, c'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est une partie sacrée de notre être. C'est une partie sacrée par laquelle nous transmettons la vie. C'est une partie sacrée parce que c'est une énergie puissante, la sexualité. Mais elle est plus liée sur faire l'amour, se faire plaisir, que de partager l'intégralité de notre énergie, de notre âme, de notre corps, et de vivre cette sexualité. Et de commun accord. Et de commun accord, que les désirs soient partagés, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'à l'époque où les enfants, les jeunes vont, à mon époque, on essayait de trouver des petits livres qui traînaient à droite, à gauche, etc. Parce qu'on ne savait rien du tout. Moi, j'ai jamais été éduqué à la sexualité dans mon enfance, d'où les risques en plus. Parce que quand quelqu'un est vraiment bien éduqué à ce niveau-là, eh bien, il y a beaucoup moins de risques déjà, hein, parce qu'il sait protéger son intimité. Mais c'est ça qu'il faut dire aux parents, c'est parler de la sexualité non pas uniquement comme quelque chose de scientifique, comme on regarde, parce qu'à l'école, c'est ça ce qui se passe. On montre le sexe de l'homme, le sexe de la femme, comment ça marche. Et voilà, c'est tout. Hein. Et ça, c'est aujourd'hui sur Internet, on peut le voir, ça ne sert à rien. Mais par contre, d'exprimer c'est la partie technique. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, les jeunes, ils connaissent la partie technique, mais ils n'ont pas relié la technique à l'âme, au ressenti. Et ça, c'est bien dommage. Hein. Alors, par contre, ceux qui sont victimes d'attouchement ou de viol, c'est vraiment important qu'ils puissent aller en parler à quelqu'un de proche,
un thérapeute encore plus, et ils seront jamais jugés, ils seront acceptés et pourront exprimer, parce qu'il faut exprimer tout ce qu'on a vécu, tout ce qui était douloureux, Oui. etc. Et à partir de là, il y a moyen d'être pris en charge, de travailler, de guérir, de faire des restitutions, Mhm. voilà. Là, il y a moyen de faire des choses. Ouais. Et puis, ou de faire de la MDR, ou de faire plein de choses pour apaiser le traumatisme. Mais tant que ça n'est pas dit, eh ben, c'est une grande charge à porter. Exactement, oui. Donc, il faut, même si à cette époque-ci, on en parle beaucoup, Mhm. et on a tendance à faire de l'amalgame surtout. Par exemple, je sais plus comment ça s'appelait, Vire ton porc, ou je sais plus comment ça s'appelait. On arrive sur des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens. Hein. On arrive sur des choses qui sont souvent excessives et Mhm. on n'écoute pas dans le subtil ce qui s'est joué. Hein. Voilà. Oui. Donc, ben, je pense que vous avez aussi répondu à mes prochaines questions dans le sens, donc, que conseillez-vous aux parents des enfants mineurs? Doivent-ils aborder le sujet? C'est clair que oui. Bien Et sûr, si oui, bien sûr. comment conseillez-vous donc qu'ils abordent le sujet? Je pense que vous l'avez dit aussi. Donc voilà, expliquer donc d'abord ce que c'est l'amour et puis voilà Ouais. ce que vous venez de dire. Comment l'expliquer à leur enfant mineur et à partir de quel âge vous pensez qu'ils doivent en parler? Alors moi, je dirais, ce qui est important, c'est de répondre aux questions des enfants et de ne pas Ah, les éluder. Parce qu'automatiquement, les enfants, les jeunes vont poser des questions. ah. Oui, c'est Et vrai. souvent, le problème, c'est qu'il y a une gêne et on ne dit rien. Mhm. Ou alors, on se dit, voilà comment on fait les enfants. Oui, mais voilà comment on fait les enfants, c'est pas suffisant. Donc, euh, tant qu'il y a de la gêne chez les parents, il y aura de la gêne pour évoquer le sujet. Tant que le sujet est vécu en toute conscience, sans tabou, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Voilà, voilà, Et voilà. donc, Alors et donc, on dit, mhm. Oui, allez-y. je dirais que c'est presque les adultes qui doivent s'éduquer à comment je parle de la sexualité. Et Ouais. puis aussi, comment je préserve mon intimité de couple à ce niveau-là. Parce Mhm. qu'aussi, il y a d'autres choses qui se font, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs exemples. Un père qui amène son fils chez sa maîtresse pour qu'il fasse l'amour avec la maîtresse du père. Alors, on arrive dans des trucs complètement dingues. Mais Des enfin. parents qui font l'amour devant leurs enfants ou qui laissent la porte de la chambre ouverte et l'enfant dans sa chambre, il a peur parce qu'il entend des bruits, il entend des cris, il se demande ce qui se passe. Donc, il y a aussi comment dans la maison, on préserve des zones d'intimité, la chambre des Mhm. parents, la salle de bain, c'est une zone d'intimité, les WC, c'est une zone d'intimité, et comment il y a des zones d'intimité partagées. Voilà. Donc, c'est tout un champ qui doit être travaillé parce que sinon, ça crée beaucoup de souffrance. Ouais. Ne pas imposer la nudité à ses enfants. Voilà. Mhm. Sauf si vraiment c'est comme ça dans la maison, pourquoi pas. Mais si on l'impose à ses enfants, ça peut être vécu comme un peu Un quelque chose de traumatisme. phobie. Voilà, c'est ça. Voilà. Ma prochaine question, c'était si cela arrive quand même, comment s'en remettre par la suite pour pouvoir mener une vie normale après un tel traumatisme. Je pense que vous avez déjà répondu aussi. Donc voilà, Moi, je pense travailler, que trouver un c'est, voilà, thérapeute ouais, et travailler, absolument, se absolument, débarrasser de la colère, de la violence, etc. absolument. C'est très important de Mhm. se débarrasser de la colère intérieure, Oui. de la culpabilité intérieure. Ça, c'est très important. Ce sont Mhm. des toxines. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est bien que vous avez Mm, mm, vraiment surligné ceci. Je trouve ça important aussi, mm, oui. mm, Le absolument. suicide. Oui. Je trouve que c'est Alors, un sujet dont on parle beaucoup moins même, voilà, des incestes et des abus sexuels. C'est vraiment un tabou oui. encore aujourd'hui, je trouve personnellement. Vous trouvez pas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de la mort, déjà. Voilà. Alors, si c'est une mort violente et qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas pu empêcher, ça devient encore plus tabou. Hein. Hmm. Et je dis souvent que les suicides sont enterrés deux fois, c'est-à-dire on n'en parle pas, et puis ceux qui étaient
catholiques, ben, ils ne pouvaient pas avoir les derniers sacrements, ils ne pouvaient pas être enterrés dans l'église. Donc, le suicide, il faut C'est vrai savoir que chez les pour la catholiques aussi? J'ai entendu que ah oui, chez musulmans, je pense que c'est comme ça, mais je ne savais pas que si chez les catholiques aussi. Donc, c'est pareil. C'est on peut pas pareil. faire le, comment dire, Voilà, on la peut pas. communion, comment ça s'appelle? Ou alors non, on peut pas être enterré pas selon les. Ou alors voilà, faut arriver à masquer les choses. Déjà, il faut dire que le suicide, pour la personne qui se suicide, Mhm, c'est pas le désir de mourir, c'est le désir d'apaiser ses souffrances. Il se mhm, trouve que ma femme, la mère de mes 4 enfants, aujourd'hui j'ai 4 enfants et 5 petits-enfants, mhm, était malade psychiquement depuis très longtemps, depuis son adolescence. Et pendant près de 25 ans de ma vie, j'ai voulu la sauver. Alors, elle a fait des tentatives de suicide, elle allait régulièrement dans le clinique psychiatrique. À l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. J'étais pas du tout dans cette même énergie, dans cette même profession. mhm. Et j'ai pendant 25 ans fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle essaye de se suicider. Mais le problème, c'est que moi-même, je devenais malade à force de vouloir la sauver. On ne peut pas sauver quelqu'un, on ne peut pas sauver quelqu'un dont ça n'est pas le choix. Et dès Bien qu'on sûr. on veut le sauver, on le met en dépendance et on nourrit le triangle dramatique Ouais, victime, sauveur, persécuteur. Bon. ouais. Et donc, à un moment donné, je me suis séparé, non pas que je ne l'aimais plus, mais que la relation devenait trop lourde pour moi. Je pense que je serais mort si j'avais pas fait ça. Et Mhm. 2 ans après, elle s'est suicidée. Elle s'est immolée dans la nature. Et elle m'a Immolé. mis un immolée. Elle s'est suicidée par le feu. Voilà. Et elle avait laissé une lettre pour moi, pour son psychiatre et pour ses enfants. Mhm, Et dans cette lettre, elle me disait combien la vie qu'on avait vécue à deux avait été magnifique, combien l'éducation était merveilleuse, et mhm. qu'elle me souhaitait vraiment de réaliser tous mes projets de vie. Et que voilà. Et donc, chez moi, j'ai trouvé tout de suite une grande libération. Pourquoi une grande libération? Parce que je vivais avec comment dire, cette épée au-dessus de la tête là, et, et j'étais véritablement libéré, et j'ai accepté profondément son acte. Même Mhm. si au début, quand j'ai su la forme de son suicide, ça a été pour moi difficile d'entendre ça, mais très vite, j'ai su accepter son acte parce que je me suis dit que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle me disait que elle ne pouvait plus recevoir, elle ne pouvait plus donner, qu'elle ressentait plus à l'intérieur d'elle-même et que c'était sa seule solution. Il faut savoir que dans sa famille, son frère est mort à 6 heures dans l'enclos des taureaux. Donc pour moi, c'est un suicide. Et sa sœur est religieuse cloîtrée. Bon, donc pour dire que dans cette famille, il n'y avait plus de vie depuis longtemps. Il y a eu de la violence, sa mère était morte d'un cancer. Et donc, les personnes qui ont tendance à se suicider, c'est qu'intérieurement, ils vivent une souffrance Terrible. Ouais. énorme, énorme, énorme. Ouais. Et donc pour elle, c'est pas le désir de mourir, c'est le désir de se libérer de cette Ouais, souffrance. ouais, 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 Voilà. exactement. Et Alors, mhm. oui, Oui, allez-y, je donc vous en le prie. suicide pour les proches, c'est bien sûr quelque chose de terrible, hein, parce que Oui. on a toujours la croyance qu'on peut sauver la personne, qu'on aurait pu empêcher cela, hein. Alors, ça génère beaucoup de culpabilité, Mhm. beaucoup de violence, parce que toute mort violente et toute mort dans laquelle on n'a pas eu le temps d'échanger des mots avec celui qui allait passer de l'autre côté du voile, c'est ressenti comme violent, comme une déchirure. Et en Ouais. plus, la culpabilité, la colère, et puis aussi la honte par rapport à l'entourage. Aussi, c'est Mhm. ça aussi. Il y a une sorte Mhm. de poids de la honte, de la culpabilité. Mhm. Alors, si des personnes vivent quelqu'un autour d'eux qui se suicide, Mhm. c'est vraiment important. C'est vraiment important déjà d'oser exprimer tout ce que ça génère en soi, d'oser exprimer tout ce que ça génère en soi. Ne jamais le cacher ou le masquer, parce que Mhm. les suicides ont tendance à se répéter dans les liens familiaux quand Ouais. ils ne sont pas vus, quand ils ne sont pas mis au jour. Ouais. Donc c'est important de tout Comme sortir. tous les C'est secrets, important hein. de se lier.
Ah oui, de se libérer de la culpabilité. Ouais. Parce que il faut savoir une chose, c'est que si on se sent coupable, ça Mhm. veut dire que on on ne donne pas à l'autre la liberté de vivre ce qu'il a à vivre. Mhm. Et ça, c'est pas possible. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Donc, on peut pas être coupable du geste de quelqu'un d'autre qui décide de mettre fin à sa vie. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a sorti la colère, la culpabilité, qu'est-ce que c'est important de se relier à l'amour qu'on avait pour la personne. Oui. Qu'est-ce que c'est important d'accepter que pour cette personne, c'était sa dernière signature, c'était la dernière chose qu'il pouvait vivre et Mhm. qu'il n'a pas fait contre les autres, mais pour se libérer. Voilà. Soi-même. Ouais. Et, ah oui, ça c'est quelque chose d'important. Et voyez-vous, le Mhm. jour de ses obsèques, Mhm. alors, elle est allée à l'église, je ne sais plus qui a demandé, ben, sa sœur était religieuse, donc elle a dû demander des obsèques à l'église. Mhm. Et il y a des personnes de sa famille qui m'ont dit, surtout, tu ne parles pas, tu ne dis pas que c'est un suicide. Vos enfants, Ouais. c'est bien ça, hein? Non, non, Ah, des personnes de sa famille qui ah ont oui, dit, surtout, tu ne dis pas que c'est un suicide. Mais j'ai dit, mais à comment je personne, pourrais, quoi. ouais, comment Mhm. je pourrais masquer cela? Et Mhm. donc, au courant de cette messe, j'ai dit un mot, bien sûr, en exprimant que c'était le désir de ma femme et qu'il Mhm. fallait le respecter. Et une de mes filles a lu un très, très beau texte. Mhm. Et ce moment-là, c'était un moment un peu sacré dans mon existence parce que c'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose Oui, pour elle et pour moi. Parce qu'il faut exactement. jamais oublier ça. Ah oui. C'est que ceux qui partent dans l'autre monde, c'est une renaissance pour eux. Et si on l'accepte, eh Mhm. bien, c'est un nouveau départ aussi pour notre vie. Si on garde toute la colère, toute la souffrance, toute la violence en nous, eh bien, on est bloqué pour avancer dans notre existence. C'est vrai, oui. Est-ce que je peux vous demander alors les enfants, comment ils ont vécu ça et comment ils se sont remis? Je trouve ça important Alors, les aussi enfants, pour j'ai les 4 enfants. enfants, Oui. oui. Euh, bien sûr que je les ai réunis, que j'ai parlé avec Mhm. eux, Avec chacun a eux. pu donner son message. Mhm. Il y a 3 enfants qui vont bien, qui ont intégré cela, même si des fois le mois du suicide était des fois un mois sensible. Il faut savoir que dans tous les deuils, le rappel de la mort d'un être cher, c'est souvent la date anniversaire où on peut sentir un peu Mhm. de souffrance, un peu de difficulté. Mhm. Et j'ai un enfant qui n'a pas accepté du tout parce que il voulait sauver sa mère. Mhm. La maladie de sa mère a évolué très très fortement au moment de sa naissance et il a été SDF pendant des années. Ah. Et aujourd'hui, je sais qu'il est dans un foyer, mais moi je l'ai accepté totalement parce que je savais que je ne pouvais rien faire pour lui. C'était son chemin et que je sais que c'est comme ça et je l'accepte pleinement. Et vous savez, je pense qu'il faut être vraiment dans l'acceptation Mhm. euh, et, et d'accepter ce qui se vit parce que chacun a son propre destin, chacun par rapport à un événement va le vivre différemment Oui. et il faut accepter cela. Et Voilà, faut choisir, vraiment pas. choisir son Ah oui, chemin de. ah oui, il faut vraiment l'accepter. N'essayez pas de faire changer de chemin quelqu'un d'autre s'il n'a pas le désir. Ça sert strictement à rien. Oui, Vous allez lui faire exactement. violence. Oui, Ça, je le c'est sais vrai. aujourd'hui. Je le savais pas avant. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. J'ai un peu repris des statistiques sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où j'ai trouvé donc que plus de 800 000 personnes par an meurent en se suicidant et le nombre de tentatives est encore beaucoup plus élevé. Chaque année, Oui. des millions de personnes sont confrontées à des pertes cruelles dues à des suicides. Ces décès peuvent intervenir à n'importe quel âge de la vie et le suicide représentait la seconde cause de mortalité chez les 15 à 29 ans dans le monde en 2012. Donc, Et ça, c'est c'est, douloureux. Ouais. Et ça, c'est douloureux pour des parents qui perdent un enfant dans un suicide. Bien sûr, c'est terrible. Au je début, c'est pense que incompréhensible. c'est la chose la plus terrible qu'un un Oui, parent puisse ça vivre, perdre son enfant. c'est très douloureux. Donc, oui, donc dans ces cas-là, il faut vraiment être accompagné. Il n'y a pas de secret. Et j'ai malheureusement envie de dire que
il va y en avoir davantage parce qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on vient de traverser, pour beaucoup, il n'y a plus vraiment d'avenir. Les jeunes qui arrivent dans le monde du travail, s'ils sont pas soutenus par une famille, etc., ils ne savent pas vraiment où ils vont. Alors, bon, ceci dit, je pense que, vous voyez, chacun par rapport à son existence a le choix de traverser l'obstacle, d'en tirer une expérience, ou va par contre rester bloqué, ou va dire je veux plus vivre ça. Voilà, et ça dépend de beaucoup de choses, la façon dont on a vécu notre enfance, la façon dont on a été conçu, la façon dont on a été porté dans le ventre de la maman, la façon dont on a vécu notre dernière vie, notre vie antérieure. Donc il y a tellement plein de choses qui font qu'un être va vivre ceci ou va pas vivre cela. Et donc respect, respect, acceptation. Oui. Ma question, vous l'avez déjà répondu. Vous lisez vraiment mes pensées. Donc, ma question, c'était qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui pousse une personne à tenter à se suicider? Vous l'avez dit, c'est pour se Ben libérer oui, de ses souffrances. ben oui. Est-ce que vous croyez que c'est un dernier recours après avoir tout essayé ou bien pas vraiment? Alors, il y a différents types de suicides. Il y a des suicides qui sont réactifs, réactionnels à quelque chose de difficile qui s'est passé. Hein. Mhm, mhm, Par exemple, un professeur qui va avoir un comportement indélicat avec un enfant, c'est arrivé que cet enfant se suicide mhm. rapidement. Mais ça veut dire aussi que dans son existence, il y avait des difficultés dans sa vie familiale ou autre. Que c'était pas la seule chose ou la seule raison, Voilà, c'est ça que vous voulez dire? voilà, c'est ça. Il y a aussi le suicide où je vis une grave maladie et je ne veux pas mourir comme ça et je vais décider, Mhm. euh, mûrement réfléchi, de me suicider. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs faisceaux de Forme situations qui amènent quelqu'un à un suicide, à se suicider. des dépressions suite à des déceptions amoureuses ou des ruptures Mhm, amoureuses. Parfois, ça peut amener à cela. Il faut savoir que c'est toujours une blessure de l'âme. Hein. Il faut savoir ouais. que la rencontre amoureuse, c'est la rencontre de l'âme avant de la rencontre du corps. C'est pas moi qui dis, c'est Victor Hugo qui le dit. Et, et donc, quand notre âme est blessée et qu'on n'a pas de porte de sortie, on trouve pas la porte de sortie parce qu'il peut y en avoir, mais on est On tellement le dans notre voit pas. souffrance, dans notre violence intérieure Ouais. et qu'on n'a pas, on On n'en ne parle voit pas, pas. etc. Hein, voilà, c'est ça. Et là, à un moment donné, ça peut être le déclencheur pour un suicide. Mais Oui. ce sont pas ceux qui disent que je vais me suicider qui vont forcément se suicider. Il y a Oui, beaucoup de tentatives. Voilà, oui, c'est ça. oui, oui, oui. C'est important que vous vous dites ça parce que oui, j'ai entendu ça aussi. Mais j'ai aussi entendu d'une personne, peut-être c'est très rare, mais ça arrive aussi qu'une personne l'avait dit et qu'elle l'a fait. Oui. Alors, il y a Mais beaucoup de dans la chantage au plupart du suicide. temps, Oui. Il y a beaucoup de chantage au suicide. Faut pas le prendre à la légère. Hein. non, ça c'est Mais ce clair. qui est du domaine des chantages, en général, euh, c'est pour essayer. Je vous donne un fait Mais c'est que j'ai vécu. un appel à l'aide en fait. C'est un C'est ça, SOS c'est un quoi. appel au secours. Au C'est un secours, appel au oui. secours. Oui. Hein. Voilà. C'est un appel au secours. Ma femme, quand on s'était séparés, j'étais là voir où elle habitait, parce qu'on s'est toujours aimé finalement. On n'a jamais divorcé d'ailleurs. On est Mhm. toujours restés Ensemble. ensemble. Et elle voulait absolument que je reste, que je fasse cela. Je lui ai dit Mhm. non, non, je m'en vais parce que je voulais pas continuer à la sauver. Oui. Elle me dit, mais alors, si tu pars, je vais peut-être me suicider. Si je me suicide, il y a personne qui va venir à mon secours. J'ai dit, je sais pas, mais en tout cas, je m'en vais. Et plus tard, elle m'a dit, mais t'as vu, si j'avais fait quelque chose de mal, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, je t'aurais appelé les secours. Mais moi, je suis plus là pour te sauver. Et ça, c'était important pour moi de dire cela. Parce Mhm. qu'il faut aussi responsabiliser les gens. Il faut les écouter, mais il faut les responsabiliser. Ouais. Voilà. Lucien, je suppose que vous travaillez aussi donc maintenant avec des personnes donc qui ont vécu un suicide, soit dans leur famille ou un proche ou un ami. Est-ce qu'il y en a parmi ceux des personnes qui sont parties à cause des soucis financiers, des dettes, ont décidé que c'était leur dernier recours peut-être et qui sont partis par là. Qu'en pensez-vous de ça? Quelle est Oui, votre alors déjà, expérience ou l'expérience des gens que vous rencontrez? déjà, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi
leur mari, leur ami, voilà, le membre de la famille s'est suicidé. Beaucoup ne savent pas parce qu'il n'y a pas forcément de motifs éclairés, de choses qui étaient dites, etc. Et justement, avec les constellations familiales, on peut aller entendre ce qui s'est joué au niveau de l'âme. Quelle est cette mémoire qui fait que la personne s'est suicidée. Et c'est là où on a des connexions qui se font. Beaucoup de suicides par rapport à des histoires, des séparations amoureuses, beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. Les histoires d'argent, j'ai pas connu, mais il y en a de façon célèbre que l'on sait à travers l'histoire, à travers la presse, qui suite à un dévissement des marchés, on finit par se suicider, ça on connaît. Mais bon nombre de personnes sont dans le questionnement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle d'une maman qui m'avait téléphoné et qui m'avait dit, voilà, mon fils est parti, on a retrouvé des affaires au-dessus d'un viaduc. Et on ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il est vivant, etc. Et moi, j'ai pu lui dire que son enfant s'était jeté, pas du viaduc d'ailleurs, d'un autre endroit, et qu'il retrouverait son corps un peu plus tard. Et bien sûr, elle ne voulait pas me croire, et c'est normal. Il y a toujours espoir de le rendre vivante. Elle avait téléphoné à des radiesthésistes qui lui avaient dit, il est vivant, il est en Espagne, etc. Et finalement, quelques mois plus tard, ils ont retrouvé son corps et s'était bien suicidé près de là où ils avaient retrouvé les affaires. Et donc, ces parents-là ne pouvaient pas connaître le motif du suicide d'un enfant. C'est très difficile. On ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, un enfant, un jeune, va décider de partir. Et donc, justement, le travail en constellation familiale permet de se reconnecter à l'âme et d'entendre le sens de ce suicide. Voilà. Est-ce que vous... Oui. Oui, non, je t'écoute. Est-ce que vous pensez que toute personne qui se suicide ou tente de se suicider a des troubles psychologiques ou pas vraiment? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Non. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je Oui, pose la oui. question aussi. Oui. Je voulais juste entendre de quelqu'un qui a vécu cela et qui en plus travaille avec des gens. Bien Quel sûr. est votre message à ces personnes qui pensent ou qui tentent même de se suicider? Quel est votre message à eux et quel est votre message à leurs proches? Je dirais que par rapport à quelqu'un qui tente de se suicider, la seule chose qu'on peut faire, qui est possible de faire, c'est d'essayer d'écouter le sens de leur mal-être. Parce que beaucoup de personnes vont dire, mais non, mais la vie est intéressante, etc. Oui, mais si la personne a la vision de la vie comme quelque chose de catastrophique et trop lourd, c'est pas parce qu'on va essayer de le dérouter que ça va fonctionner. Par contre, apprendre à écouter sa souffrance, apprendre à écouter ça c'est très important parce que c'est là où se situe l'aide qui est possible d'apporter à ces personnes-là. Hein, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être entendus, d'être accompagnés. Peut-être que ça va leur permettre de ne pas passer à l'acte, des fois pas forcément, mais la meilleure qu'on puisse faire, c'est d'écouter. Malheureusement, nous n'avons pas appris à écouter pour la plupart des personnes. Nous n'avons pas appris à écouter. Nous raisonnons les personnes pour essayer de nous apaiser nous-mêmes. Nous essayons de transmettre des messages, nous essayons de leur donner notre recette et nous n'avons pas appris à écouter. Les formations d'écoute sont vraiment importantes. Hein, parce que la plupart des personnes ne savent pas communiquer ou écouter. C'est un autre pan de mon travail professionnel que je fais parce que c'est un pan extrêmement important. Par rapport à ceux qui ont vécu le suicide d'un proche, il faut écouter leur désarroi. Ça, c'est très important. Ça rapproche à toute perte d'être cher. Faut écouter le désarroi, la souffrance, la colère, le manque, etc. Par contre, il y a des obstacles au deuil. La colère est un obstacle du deuil. Tant qu'on n'a pas sorti sa colère, on peut pas aller plus loin. Le déni. Ils disent qu'il y en a plusieurs étapes dans le deuil. Donc, ça fait partie de ces étapes.
c'est ça, de sortir la colère. Tant qu'on garde la colère, on peut pas. Le déni, le déni est un obstacle majeur Oui, à oui. toute séparation, à tout deuil, hein. C'est Je pense presque que ce ça, qui c'est la enferme le première plus. phase. Le Oui. déni, le déni, c'est Alors la moi, première phase. oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais c'est ce qu'il y a de plus profond. Mhm. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le déni. Il n'y a qu'à regarder le film Sous le sable. C'est l'expression du déni parfait. Mhm. Voilà. Et donc Je ça, connais c'est pas. presque ce qui est le plus difficile. Un film qui évoque le déni. Ouais. Et puis après, ben, il faut écouter toute la souffrance émotionnelle. Et puis aussi écouter toutes les croyances. Voilà. Et puis Mhm. peut-être essayer de relier un plan plus spirituel. Parce que quand on est éveillé spirituel, on a beaucoup moins de douleur à vivre les deuils. Parce qu'on sait que voilà, la vie n'est pas simplement la vie dans le corps, il y a l'âme continue à vivre, hein. Certaines Ouais. civilisations, c'est une fête. Ils fêtent le fait que le défunt aille dans cet autre monde, hein. Chez nous, on vit la mort comme quelque chose de violent et de dur, hein. Mhm. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à faire de ce côté-là pour inviter les personnes à se préparer à leur propre mort, à avoir une vision de leur propre mort. Je dis toujours, quand on a une vision de notre propre mort, c'est-à-dire que on peut regarder notre destin de vie, on peut regarder notre finitude. À ce moment-là, on est davantage en vie parce qu'on n'a Mhm. plus de peur par rapport à ce qui Mhm. survient. Et donc, dans tous ceux qui vivent des choses comme ça, beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère, beaucoup de déni, beaucoup de peur, beaucoup de se mettre dans une position de victimisation. Et tant qu'on est dans une position de victimisation, on ne peut pas sortir de notre souffrance, C'est hein. vrai. On ne peut pas sortir de notre souffrance. Oui. Donc, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Et de Et jamais de l'empathie. jugement. Oui, voilà. Ouais, De l'empathie. alors l'empathie, c'est un mot qui est mal compris, mais ouais, Mhm. beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de Mhm. non-jugement, zéro jugement, ça c'est C'est ça. important. Ouais, Oui. absolument. Ouais. Comment se remettre après la perte de quelqu'un proche qui s'est suicidé? Comment vous avez, vous et vos enfants, remis de ceci après le suicide de votre épouse? Donc, quel serait votre message par rapport à cela? Pour moi, c'était très facile. Pourquoi c'était très facile? Parce que j'étais déjà dans une formation, j'étais déjà en thérapie. Si c'était produit 10 ans Mmh. avant, Mmh. je ne sais pas comment j'aurais Mmh. vécu, Oui, hein. voilà, vous l'aurez vécu Mais sûrement autrement. ah oui, mais je l'ai vécu comme une libération et j'ai totalement accepté son geste. Je lui ai simplement restitué sur le cercueil la violence de la façon dont elle s'est suicidée. Pour moi, Mmh. ça m'a fait violence, le feu. Pour elle, je sais que c'était un acte libérateur. C'est quelqu'un qui avait fait du yoga, qui était professeur de yoga. Donc, je pense que dans la tradition hindoue, le feu, c'est pas vécu comme quelque Mmh. chose de violent, hein. Mais pour moi, quand j'ai su, On brûle les morts, j'avais, chez eux. ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais jamais imaginé ça. J'avais jamais imaginé ça. Et donc, j'ai restitué sur son cercueil la violence que m'avait fait sa façon de se suicider. Voilà. Il y Faut avait pas garder ça probablement en moi. une symbolique pour elle, devenir Ah, sans. mais bien sûr. Cette symbolique, il y a toujours une symbolique. Cette Mmh. symbolique, je l'ai compris après. Et Mmh. sur le moment, voilà, ça a été quelque chose qui a été assez dur à entendre. Même quand j'ai reçu la lettre, après, j'étais totalement dédouané et je me suis senti vraiment libre. C'est peut-être dur à entendre pour des personnes qui ont vécu ça parce que ils n'ont pas mon vécu, hein. Mmh. Les enfants, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un des enfants qui n'a pas accepté, qui n'avait pas accepté la maladie de sa mère déjà. Mmh. Euh, et voilà, maintenant, je pense qu'il va commencer à aller mieux, me semble-t-il. Je sais pas, je n'ai pas de contact avec lui, sauf au vœu de 2020, il m'a envoyé un petit message téléphonique, je l'avais pas entendu depuis 17 ans. Donc, je lui ai dit, je le remercie profondément de m'appeler. Voilà, puis ça s'est arrêté là, mais j'étais heureux qu'il m'appelle, bien sûr. Ça m'a surpris, mais j'étais Mmh. heureux. Voilà. Oui. Et donc, comment se remettre alors? Quel serait le message? Donc, qu'est-ce que vous conseillerez donc les gens donc voilà de Bah, j'ai envie de dire faire? la chose suivante.
une fois engagé ce travail de deuil, de mise au jour des émotions, etc., je dis toujours que Mhm. se séparer de quelqu'un, c'est apprendre à se retrouver soi-même. Mhm. Et ça, c'est une étape nécessaire, importante, avant même de pouvoir dire, ben, tiens, je vais aller rencontrer quelqu'un ou ceci ou cela. Non, il faut apprendre à se retrouver soi-même. Se retrouver soi-même, c'est se retrouver soi-même, c'est garder tout ce qui était bon dans la vie. Voilà. Tout ce qui a été bon, je Oui. peux le garder. Je peux le magnifier. Ça fait partie du patrimoine, de mon patrimoine, du patrimoine de la personne qui nous a quittés. Ce qui a été lourd, ce qui était violent, ce qui était dur, je propose d'aller le déposer sur la tombe de la personne qui est décédée, Mhm. pas contre elle, mais pour dire je ne veux pas garder cela. Ou alors, si les En quelle cendres forme étaient, écrire une lettre, la déposer, genre peut ou... écrire une lettre, et puis, par exemple, imaginons que quelqu'un vive de façon très violente la façon dont la personne s'est suicidée. Mhm. Euh, Par exemple, la personne se suicide sous ses yeux, ou la personne arrive et elle voit le corps pendu, et c'est une Mhm. violence inouïe. Et moi, Ouais. comme les violences dont on a parlé par rapport aux violences sexuelles, je propose Mhm. de fabriquer la violence que m'a fait ce, Mhm. ce, cet acte. Cet J'ai été acte. dépositaire d'une violence que je ne Mhm. voulais pas voir. Et à Mhm. ce moment-là, je vais faire une lettre et je vais déposer aussi en fabriquant un objet Mhm. avec de la terre, etc. Déposer cette violence aussi symboliquement en disant voilà, moi je peux pas garder cela. Mhm. Je peux, voilà, parce que ça c'est important. Quand on garde la violence, on peut pas non plus se défaire de cette situation-là. C'est trop Mhm. trop lourd. Voilà. Ouais, Et donc important c'est vraiment important de restituer cette de se violence. débarrasser. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 c'est important. Merci, merci pour ce témoignage, Lucien. Vraiment. Il n'est pas. Avant de vous poser la dernière question, oui, j'ai encore, on va dire trois, mais j'aimerais juste, j'ai trouvé sur un site quelque chose de très intéressant. Le site s'appelle slate.fr. Après l'épidémie de Covid-19, une épidémie de suicide. Donc c'est point d'interrogation par un monsieur qui s'appelle Clément Guillet, qui a été publié le 10 mai 2020. Il dit, selon les scientifiques, l'isolement a un impact direct sur le cerveau au niveau biologique. La solitude et l'exclusion sociale sont associées à une augmentation de l'inflammation et de l'activité hypothalamo-hypophyso-surrénalienne, très difficile à lire ce mot, Hmm. deux mécanismes impliqués dans la suicidalité. Des IRM fonctionnels permettent même d'objectiver que l'exclusion sociale entraîne une modification du fonctionnement de zones spécifiques du cerveau chez les personnes suicidaires. L'homme est un animal social, disait Aristote, l'imagerie cérébrale le prouve. Cet Ouais. impact sur la santé mentale est déjà perceptible. Une étude s'est penchée sur la santé mentale des Belges après un mois de confinement en interrogeant plus de 44 000 personnes. Les troubles anxieux, 20%, et dépressifs, 16%, ont fortement augmenté par rapport aux valeurs de 2018, 11 et 10%. Les personnes les plus touchées sont les femmes ainsi que les jeunes de 16 à 24 ans. Le fait d'avoir été confronté à de près ou de loin à une personne suspecte ou ayant été contaminée par le Covid-19 augmente le risque d'un trouble anxieux et dépressif. Il existe cependant des facteurs protecteurs comme la présence des proches et l'activité professionnelle. En effet, les personnes n'ayant pas pu continuer leur activité sont plus nombreuses à présenter des troubles dépressifs, 22%, que celles qui ont pu le faire, 14%. Qu'en pensez-vous de ceci? Vous pensez que cette situation va Hmm. augmenter quand même le nombre encore de... Et quelle est aussi votre Hmm. perspective sur le Covid-19, Lucien? Puisqu'on Ok. on est en train de vivre Alors, et éventuellement sortir de cela. absolument. C'est de l'actualité. Moi, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas statisticien et je me méfie des statistiques et quelque part de la science parce que la science a fait preuve aussi de beaucoup d'erreurs dans cette pandémie. On est bien Mais d'accord. quand on parle de solitude ou d'isolement, il
faudrait parler de solitude intérieure. Mhm, Parce que vous avez beaucoup de personnes seules, mais qui étaient bien avec eux-mêmes, qui ont mhm, profité de ce temps mhm. pour, euh, pour se former, pour jardiner, pour marcher, pour faire plein de choses. Oui. Et je fais partie de ces personnes-là, moi qui suis toujours en voyage un peu partout dans le monde. Mhm. Euh, les 15 premiers jours, je me suis dit, mais d'abord, je ne savais pas que ça pouvait exister d'un seul coup, qu'un gouvernement confine tout le monde d'un trait de plume. Je me suis dit, On dans vit les dans 15 un premiers nouveau jours, monde. oui, je me suis dit, c'est incroyable, on nous prive de nos libertés. Bon, alors je me suis reposé dans un premier temps, ça m'a fait du bien. Puis après, j'ai fait des consultations à distance, j'ai fait plein de choses chez moi que je ne fais pas en temps ordinaire. J'ai fait de la Mhm. pâtisserie. Bref, je me suis Ah ben senti voilà. bien et j'ai eu plus de temps à communiquer avec mes enfants par des vidéos, etc., etc. Bon, pour moi, c'était une période riche. Bon, les répercussions sur le plan financier, ça c'est autre chose, mais Ouais. l'argent, c'est voilà, on en perd, on en gagne, c'est pas un gros problème tout ça. Mhm, Voilà. Alors par contre, ceux qui sont très mal avec eux-mêmes mhm, dans la vie de tous les jours mm. et qui se sont confrontés à cela Ouais. et qui n'ont pas eu d'aide et qui ont écouté Ou qui n'ont pas des plein de outils personnes, comme nous avons pour voilà, justement voilà, le voilà, vivre le mieux possible, on va dire. Mhm. oui, et qui ont écouté tous les messages de peur, de catastrophe sur la télé, sur les Oui, radios. oui, Parce que ça, c'est anxiogène. Quand on n'est exactement. pas bien avec soi-même, c'est anxiogène. Quand Ça on est bien ajoute, avec ça ajoute. soi-même, voilà. Quand on est bien avec soi-même, on a la distance, On on a n'écoute notre même propre pas. On n'a jugement. pas besoin d'écouter. À la limite, vous savez, moi, je Juste peux le tout strict écouter. nécessaire. On peut écouter, mais avec la distance. Vous Oui, savez, aussi. c'est si on n'a pas la distance, on est en danger. Si on a la distance, son propre raisonnement, sa propre conscience, on n'est pas en danger, même quand on voit des choses terribles. Hein. Par contre, si on n'a pas cette Mhm, distance, mm, alors là, on s'envoie des messages profondément toxiques. oui, Et alors là, c'est sûr que on dit qu'au niveau de l'amygdale, au niveau du cerveau, c'est la mémoire, c'est la mémoire du stress, la mémoire des violences vécues, la mémoire, etc. Et donc, on se charge de choses qui sont très douloureuses et on finit par ne plus voir quel est notre destin, quelle est notre vie dans tout ça. Et c'est sûr que pour beaucoup de personnes qui sont déjà pas bien avec eux-mêmes ou qui ont été fragilisées dans leur vie par, par un deuil, par une séparation, par une maladie, etc. mhm, Et ben, si je suis faible, si j'ai de la souffrance que j'ai accumulée, eh bien, ces périodes-là vont être vécues avec beaucoup plus de douleur. oui, Par contre, ceux qui ont un pouvoir de résilience, qui ont déjà passé de nombreuses souffrances dans leur vie, qu'on a toujours tiré des enseignements, etc., mhm. ils ont les moyens de rebondir et de vivre bien leur vie. Alors, oui, il est sûr Ils qu'il y a ont eu plus de certainement, résilience, ah, on va dire. bien sûr qu'il est possible qu'il y ait plus de dépression, qu'il y ait peut-être plus de suicides. On pourra le mesurer dans quelques temps. Mhm, Mais ce qui est vraiment important, la leçon qu'il faut entendre, c'est qu'il faut vraiment être bien avec soi-même, développer l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et pour cela, il est vraiment important de soigner les blessures de l'enfance, de se nettoyer de tous nos traumatismes, de toutes nos souffrances. Maintenant, ce que je pense au niveau du Covid, mhm, je pense que le monde n'était pas préparé à ce genre de choses déjà. Hein. Je pense qu'on a fait les choses un peu dans le mauvais sens, qu'on a joué un système de privation des libertés, parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'on n'avait mhm, pas les outils. mhm, Parce que finalement, si vous voulez, si demain il y a une grande canicule, je suis sûr que beaucoup de personnes fragiles, âgés, malades, ils vont mourir. Ça fait partie de notre expérience de vie. mhm. Ceux qui sont en pleine santé, ils vont passer à travers, ils vont avoir quelques symptômes, ils vont commencer à vivre. Et je pense qu'aujourd'hui on a déconfiné en Europe, en France et certainement dans tous les pays d'Europe, comme les gens sont restés chez eux, ils n'ont pas été trop touchés par le Covid. Aujourd'hui, ils risquent peut-être d'être de nouveau touchés par le virus qui est là. Après, quelle est l'origine du virus? Moi, je doute sur
je doute sur plein de choses. Mm. Depuis le début, moi, j'ai pensé, j'ai capté qu'il y avait peut-être eu quelque chose avec les États-Unis et la Chine. Voilà. Mais bon, si c'est ça, c'est l'arroseur arrosé, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils sont en train de souffrir. En tout cas, pour ceux qui ont été touchés dans leur corps, ceux qui ont des personnes qui sont décédées, c'est un drame, bien sûr. Mhm. C'est un deuil à faire. Et en plus, les conditions des obsèques ont été terribles parce que certains n'ont pas pu dire adieu Ouais, à leurs proches. proche. Donc, quelle que soit l'origine de ce virus, quelle que soit la façon dont ça a été traité, ça a mis beaucoup de personnes dans la souffrance, beaucoup de personnes sont meurtries, ça c'est sûr. Ouais, Voilà, moi je n'ai pas peur de ce virus, je ne porte pas de masque, etc. Sauf quand on me l'oblige chez le coiffeur ou ouais. etc. Parce que je pense que plus on est bien avec soi-même, plus on a une protection. Et sans compter la protection qui est Divine. au-dessus de nous, divine, hein. Et je pense qu'on devrait être davantage dans la spiritualité, dans l'amour, et on serait beaucoup moins troublé par tous ces événements. Mais Ouais. voilà, c'est ce que j'en pense, hein. Voilà, Quel beau voilà, message pour la fin. voilà, voilà. Est-ce que je peux Merci. vous lire un texte? Est-ce que Oui, je peux vous bien lire un sûr. texte? Oui, oui, oui. Voilà. J'en ai aussi pour la fin de chez vous. Alors, alors je vous, alors on va Ah oui. partager des textes. On Voilà. en a jamais assez, hein. Oui, alors j'espère que c'est pas le même. On verra. Ah, mais ça serait une belle coïncidence, ça. On verra, on verra. Alors, c'est un texte qui est à la fin du livre Soigner les blessures de l'enfance. Je le montre, hein. Voilà, c'est à la fin de ce livre-là. Voilà. Mhm. Le Et mien, ça vient de La vie est un mystère, de nouveau. Donc, c'est alors pas le, voilà, alors c'est donc pas le même. c'est pas le même. Alors, cette partie-là s'appelle La Renaissance, une vie féconde. Et il y a juste 2 pages, hein, 1 page et demie, hein. Mhm. Au début, pour les auditeurs, au début de chaque partie, je mets un petit texte en italique. Dépouillé de ses vieux oripeaux, il avançait légèrement. Une grande fluidité habitait son être. Les yeux levés vers le ciel, il voyait naître une nouvelle énergie. Absorbé par un songe, une vision, il vit se dérouler sur l'azur son chemin de vie. Des images, des mots s'affichaient, s'imprimaient en lui. Il n'essaya pas de comprendre, il prit simplement ce qui venait, l'ensemble de son être frémissait. Il cernait maintenant l'immense avancée qu'il venait de réaliser. Il en connaissait aussi les fécondes découvertes qui lui tardaient tant de vivre et d'aimer encore et encore. Notre mue nous invite à vivre de grandes renaissances et à approfondir notre cheminement. Il est des moments de vie qui vous combleront tant vous récolterez l'inestimable, l'inimaginable. Notre évolution se construit à partir de paliers ou de circonvolutions. D'étape en étape, votre ciel s'ouvre à de nouvelles rencontres. Elles sont à découvrir, à amplifier. Un jour, vous intégrerez que les frontières ne sont que des représentations, que la distance est illusoire et que l'amour qui germe en vous a une puissance qui dépasse toutes les représentations. L'homme construit volontiers des castes, des limites. Il est dans un univers où il tente de se protéger. Uni à votre essence de vie, vous intégrerez qu'entre l'infini et le connu, il n'y a qu'un pas. Vous saurez intuitivement reconnaître ces nouvelles dimensions. Vous pourrez ainsi percevoir l'infini potentiel de votre être. Vous aurez agrandi votre vision et vous aurez alors cette intime conviction fondée sur vos ressentis que la vie est éternelle. Très bon. Il faut absolument lire ce livre et surtout, surtout faire tous les exercices. N'est-ce pas? Voilà, c'est ma recommandation sincère. Merci pour ce beau livre et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres. Lucien, Merci beaucoup. vous travaillez à distance aussi, malheureusement pas encore en anglais. Pour les anglophones parmi vous, désolé. Si vous êtes interpellé par cette conversation qu'on a eue, par le charisme de Lucien, par son travail avec les constellations familiales, je vous invite à le contacter via son site web, c'est bien ça?
les gens puissent vous Hmm. contacter via votre site web qui est www.lucien-essique.fr. un dernier message que vous aimeriez adresser à des personnes qui ont vécu les genres de traumatisme que vous avez vécu ou bien en général un dernier message à notre audience, Ouais, à nos spectateurs. c'est un message en 3 points. Mhm. Premièrement, il est toujours possible de changer. Jusqu'à 10 secondes avant sa mort, il est toujours possible d'évoluer, de changer. Deuxièmement, on n'est pas forcément responsable de ce qu'on a vécu, notamment dans l'enfance, mais on est responsable de ce que l'on va en faire, de ce que l'on va transformer. Et De ensuite, ça. c'est Mhm. Gandhi qui dit cela. Le changement se fait d'abord à l'intérieur de son être avant Toujours. de se manifester dans la réalité. Ouais. Et ces 3 petites phrases, pour moi, elles sont toujours un guide parce que je dis toujours à l'univers, merci pour ce que j'ai vécu, merci pour ce qui est et merci Mhm. pour ce qu'il adviendra. Voilà, Mhm. Merci la vie. absolument. Merci Lucien. Je vais terminer par moi lire cet extrait de votre premier livre, La vie est un mystère. Vivez, si vous me permettez, évidemment, vivez votre propre aventure à la rencontre de vous-même. Elle est passionnante. Vous deviendrez un peu plus savant, un peu plus sage, un peu plus l'amant de vous-même. C'est toute la prière que j'ose formuler à votre intention. Mmh. Magnifique. Merci pour cette prière. Merci, Mmh. merci, merci, merci Merci millions à de vous, fois merci à d'avoir vous. accepté mon invitation, de m'avoir Mmh. honoré par votre présence, par votre lumière, par tout ce que vous avez partagé dans toute humilité, Oui, vraiment merci à vous parce que avec grand ça me plaisir. touche fortement. Ces textes que vous lisez, je les ai pas lus depuis parce que je reviens rarement sur mes livres Mhm. et ça me retouche parce que ça me renvoie, je sais plus, c'était en 2013 ou quelque chose comme ça. Et, et ça m'invite à aller relire ces textes parce que vous m'invitez à relire ce que j'ai écrit parce que je sens dans ces messages quelque chose de magnifique. Alors merci pour ce que vous faites. Je suis aussi très touché que vous alliez vraiment au cœur de ces questions qui sont essentielles. Et puis je sens qu'il y a une même vibration qui est là, qu'il y a un même niveau vibratoire. On est vraiment Oui, reliés. Moi, je dis toujours qu'on est reliés et que quand on s'élève, on ne fait que rencontrer des personnes qui ont fait ce chemin et c'est magnifique. c'est ça. Merci beaucoup à vous. J'espère que mes propos ont été clairs pour ceux qui écouteront. À Je travers pense mon que site, ils oui. peuvent toujours me poser des questions et je répondrai, peut-être pas dans les 24 heures, mais je répondrai. Voilà. Parfait, merci. Au plaisir. Alors, à une prochaine rencontre peut-être. Je vais Comme vous juste voulez. saluer nos spectateurs. Chers spectateurs, chère audience, j'espère que vous avez trouvé cette interview intéressante et surtout utile. Merci de partager cette vidéo car vous ne savez jamais qui dans votre entourage aurait besoin d'entendre les messages, dans votre entourage proche ou même lointain, pour avoir besoin d'entendre ce que nous avons abordé comme sujet lors de cet entretien. Je vous remercie d'avance pour cela. Je vous retrouve dans un mois avec une autre interview, cette fois-ci en macédonien, avec des sous-titres en anglais bien sûr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec de nouveaux sujets qui vous intéressent, je l'espère sincèrement. Au revoir. Merci.